Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? J'ai choisi chambre pour toi. Chambre tranquille pour parler avec mon Dieu. Thomas Gilou, 1986, PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy. Homme de cœur, stand-upper, philanthrope. Merwan Belazar pour lui. Ça va ou quoi? Impeccable mon frère, comment tu vas? Moi ça va, ça va. Impeccable. Ouais, on demandera après comment ils vont, les voisins et tout là, mais moi ça va. Merci infiniment déjà. Merci à toi pour l'invitation, content d'être là. Comme je te l'ai dit avant de commencer, t'es quelqu'un qu'on regarde, t'es quelqu'un qui nous fait du bien, t'es quelqu'un qui dénonce à sa manière et on aime cette subtilité, on aime ce franc-parler. Et c'est pour toutes ces valeurs-là qu'on a décidé de jeter notre dévolu sur toi, frangin. Ça fait plaisir. Et moi aussi, je vous regarde, vu qu'on est voisins, finalement. Absolument, absolument. On est à quelques arrêts de tram, maintenant, on peut le dire. Exactement, ça, hein. Exactement. Clairement, mon frère. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, Merwan Benlazar, stand-upper, tu l'as dit, parce que c'est principalement ce que je fais. Producteur, également, parce que je coproduis mon spectacle, je coproduis des soirées de stand-up, etc. J'ai commencé par le théâtre d'impro, comme pas mal de stand-uppers humoristes et tout. Un de mes premiers profs de stand-up, c'était Kairon, qui a un spectacle, etc. Et tout. Et après, j'ai fait mes armes dans un théâtre qui est peu connu, mais qui au final a formé pas mal de monde, le studio théâtre de Stein, qui est c'est à Stein et c'est un endroit où les gens ils viennent apprendre le théâtre et le théâtre d'impro et le théâtre dramatique avec des gens très calés et tout. Et donc moi j'ai fait ça. Il y a des gens du 93 qui sont sortis de là-bas. Il y a Navo qui écrit Bref avec Kian Kojandi. Il y a Kairon qui était au studio théâtre de Stein. Yacine Bellouche aussi qui était au studio théâtre de Stein. Donc vraiment un petit centre de formation pas mal du 93. Tu vois, Génération Île-de-France fort. Magnifique, mon cher frère. Ça commence sur les chapeaux de roue. Ici, on va partout. Mais ça, tu sais déjà où t'as atterri. Et j'ai peur. Non, ça va. Rien à me reprocher. Clean. Ouais. Est-ce que tu peux me parler déjà de ta jeunesse à Pierrefitte, s'il te plaît? Ouais. Moi, je suis né à Saint-Denis. Ok. Je suis né à Saint-Denis. J'ai grandi à Saint-Denis, à DDF, jusqu'à mes je dirais 8-9 ans. Et après, 8, DDF ans, de La Fontaine? non, j'étais à Duclos. Ok. DDF, c'était Dourdin, Duclos et Fabien. Tu vois, je sais pas si tu vois ce coin-là. C'est collé au champ de Villetaneuse. Ah, il y a le champ de Villetaneuse, il y a une espèce de pont qui passe avec le train ou le RER, je crois, qui passe dessus. Et je vois très bien. De l'autre côté, justement, côté Saint-Denis, il y avait une des barres d'immeubles là. Moi, j'habitais dans ces barres d'immeubles là. Et donc, j'habitais à Duclos. Et après, à 8-9 ans, j'ai été à Pierrefitte. Je suis passé de Duclos à petite zone pavillonnaire. Ouais. Et moi, mes deux parents, ils travaillaient. Tu vois, ma mère, elle travaille à la ville. Et elle travaille en crèche. Et mon daron, un chantier. Il faisait le gaz et tout. Il y a eu plein d'accidents en plus. Mais il était plombier dans le gaz sur les chantiers et tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu plein d'accidents. Et ouais, donc Pierrefitte. Pierrefitte magnifique. Et c'est là-bas que, du coup, avec mes voisins, on aimait trop se vanner et tout. Et au collège, il y avait Kairon, qui était éducateur spé pour les mecs exclus, etc. et tout. Et nous, on l'avait vu au Comedy Club. Et donc, comme on l'a vu au Comedy Club, on lui a dit « Donne-nous des cours de théâtre ». Il voulait pas trop au début, on l'a forcé et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est magnifique. Ouais. Mais la zone pavillonnaire qui est juste à côté de Montmagny? L'autre côté. J'étais quartier, clinique de l'Estrée.
Je vois très Voilà, bien. voilà, où c'est. j'étais dans ce quartier, pas loin de Jean Moulin, pour ceux qui connaissent la cité, plutôt de ce côté-là, ouais. Ok. Ouais. On est voisins, comme tu l'as si Ouais, bien ouais, dit. ouais, Donc, exactement, c'est pour tout ça droit. que- Moi, tu vois, c'est tout droit. Petit Pierrefitte, ça s'appelle maintenant le quartier. Ouais. C'est ça. Ah, d'accord. Je savais pas que c'était Petit Pierrefitte. C'est Ok. l'arrêt de tram, tu vois, Ouais. Petit Pierrefitte. D'accord, ok. Ouais. Ok, très bien. Alors, magnifique. Et au sein même de la fratrie, vous étiez combien? On est 3. Mhm. Moi, j'ai un petit chat au milieu, j'ai un petit frère, un grand frère. Mon grand frère, il est entrepreneur, tu vois, il a une société et tout. C'est vraiment, frère, tu pourrais le recevoir, je pense. Hein. C'est self-made man, tu vois ou pas. C'est-à-dire, il a fait bac pro vente action marchande. Donc, tu sais, à l'époque, là, c'était vraiment. Et après, ça, vraiment, il a toujours réfléchi en mode entrepreneur. C'est-à-dire, il a commencé à prendre une boutique sur Clignancourt. Ça lui suffisait pas d'être vendeur, tu vois. Donc, il a commencé à prendre une boutique sur Clignancourt, etc. et tout. Et maintenant, il a une famille. Il a une société il est devenu commercial de fil en aiguille. Ensuite, il a sa société. Maintenant, il a des commerciaux qui bossent pour lui, etc. Et il est à la tête de ça avec 1 ou 2 associés. Je sais plus exactement. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour mon grand frère. Et mon petit frère, c'est marrant. Moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je suis humoriste et producteur. C'est bon? Donc, je suis un peu entrepreneur, un peu artiste. Et mon petit frère, lui, il est full artiste. Mon petit frère, il a fait une école de jeux vidéo. Et, tu sais, grâce au prêt 0% de Macron, là. Ok. Et il a fait, pour les études, tu peux te faire rembourser tes études et tout. Enfin, tu dois rembourser après. Et du coup, il a fait une école de jeux vidéo. Et dans cette école de jeux vidéo, lui, il est game designer. Ceux qui imaginent le jeu, comment rendre ce principe marrant, etc. et tout. Donc, mon petit frère, lui, c'est full artistique. Lui, il fait ça, ouais, game designer. C'est magnifique. Mm. Et il y a quelques temps, on a reçu Zach Nani, que Ouais. tu dois connaître, hein, Ouais. et qui était dans ce game-là, à savoir le gaming, etc., les jeux vidéo. Et c'est marrant parce que désormais, il y a une belle économie. Hmm. Il y a des belles perspectives également. Donc, Ben, c'est un peu ouf, en fait. C'est l'industrie du jeu vidéo. C'est l'industrie qui rapporte le plus d'argent dans le monde. Devant le cinéma et tout. Grâce aux jeux mobiles. C'est incroyable. c'est Ouais. incroyable. En Donc, tout ouais, il y cas, a des belles perspectives et tout. Après, c'est un milieu de loups encore plus que nous, hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sièges, finalement. Exact. Et les boîtes de jeux vidéo, pendant 4 ans, tu bosses sur un jeu vidéo. Le jeu, il est sorti. Qu'est-ce qu'on fait de toi, en fait? Eh ben, ton contrat est fini, Salem. Ah. C'est beaucoup ça, le jeu vidéo, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un procès. Il y a eu un procès en ce moment aussi, Mhm. Ubisoft, de management toxique. Ou tout ça. Mais je suppose qu'il est avisé déjà, ton Mon petit frère. Ouais. C'est un mec de Pierrefitte. Ah. C'est magnifique, mon frère. Et l'ambiance même au sein du foyer, elle était comment? Nous, on était 3 frères. Il y a comment ça s'appelle? Je parlais avec une dame qui produit des spectacles à Bordeaux et qui est psychologue à la base. Et elle m'a dit oui, elle m'a dit un mot que j'ai mal pris pour rien, mais elle a dit ok, ouais, ça arrive souvent et tout dans les familles africaines, maghrébines, etc. Elle a dit vous êtes des retardés émotionnels. Je dis comment ça? Elle m'a dit bah vous faites pas de câlin, j'imagine. Je dis non, pas de câlin. Elle dit vous faites rarement la bise. Je dis ouais, on fait rarement la bise, on est très pudique et tout, machin et tout. C'était ça. Nous, ça se vanne de fou, je pense même aujourd'hui. Même aujourd'hui, quand on se rejoint et tout, moi et mes frères, on fait que se juger, etc. et tout, et ça a toujours été comme ça. Mais c'est notre énergie, on est que des garçons. Il y a pas de sœur. Il y a ma mère, tu vois, mais il y a pas de sœur. Et la sœur dans une fratrie, elle fait le lien entre tout le monde parce que pas comme les garçons, c'est comme ça, on est conditionné comme ça aussi par la société. Tu sais, elle est plus tendre, etc. et tout. Nous, on était que des garçons, que des mecs de Pierrefitte et de Saint-Denis. Il y avait zéro tendresse, que de la vanne et de la méchanceté. Mais Ok. ça nous a forgé. Ça nous a forgé. Et mes parents, tu connais, hein, parents africains, comme j'ai dit, tu sais, je l'ai dit dans le spectacle, hein, pas de démonstration affective entre eux non plus. Hein, très peu d'échanges. Juste, ils se croisaient, mes parents. Mais c'était ça. Ça fonctionnait. Tes parents sont arrivés tôt en France? Ma mère, elle est née en France. Ma Ok. mère, elle est née à Aix-en-Provence. Elle a grandi à Lyon. Enfin, à Lyon. T'as capté, là où on mettait les Arabes à Lyon à l'époque, là. Les villes autour, Mézieux, etc., machin. Et c'était vraiment... tu sais, on sortait de l'époque des bidonvilles, quoi, carrément, tu vois. Donc, c'était pas dans des Absolument. bidonvilles, c'était dans des HLM. Mais c'était vraiment des HLM. Je pense que les HLM qu'on a aujourd'hui, pour nous, c'était du luxe comparé à eux, ce qu'ils ont eu avant, tu vois. Et eux, ils étaient beaucoup, tu vois, grande fratrie, tu vois. Et mon père, il est arrivé en France. Mon père est né en France. Il est parti directement. Et il est revenu en France à l'âge de 16-17 ans. Parce que lui, il a perdu ses parents tôt dans la guerre d'Algérie et tout. Donc, il est arrivé en France seul. Et toi, t'as des racines fortes avec le bled? Ouais, en fait, quand j'étais petit, pour être honnête, aller en Algérie, moi, je suis d'un village qui est à 30-40 minutes de la plage. Et mes parents, ils venaient au bled. C'est quoi le nom du village? Moi, enfin, c'est pas un village, en vrai, c'est une... J'ai deux... Mon grand-père, il a construit une maison dans une ville qui s'appelle Ramchi.
Et El Mouchim, mais à la base, mon grand-père, il est, et mes grands-parents, etc., et ma famille, ils sont de Nedroma. Tu vois, Nedroma, c'est, pour le coup, ville avec un peu classée, parce qu'il y a un ancien bain romain dans la ville. Et c'est pour ça que ça s'appelle Nedroma. C'était là où les Romains se sont arrêtés. Ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à là. Et moi, je viens de Nedroma. On est la montagne, et on venait souvent l'été, où il faisait très chaud. On n'avait pas de clim quand on était petit. La plage, elle était loin, et il fallait que nos parents ils nous emmènent à la plage et tout. Quand j'étais petit, aller au bled, ça m'ennuyait. Et, je sais pas, il y a 4-5 ans, même plus, non, je suis en ouf, quand j'ai autour de la vingtaine, je me suis dit, ça fait quand même longtemps, j'y suis pas allé, tu vois. Et j'y suis retourné de moi-même, tout seul, rejoindre les parents, voir mes cousins que j'avais pas vus depuis longtemps et tout. Et j'ai kiffé. Parce que j'ai eu un sentiment de je me sens encore plus à ma place que là où j'ai grandi. Et j'ai kiffé. Depuis, j'y vais aller 2-3 fois par an. 2-3 fois par an, j'essaye de rester entre 1 semaine et 3 semaines. Et j'y vais 2-3 fois par an là au bled. Là. Et en plus, le coin d'où elle vient, ma femme, magnifique. Magnifique. Elle vient d'où? El Khala, ça s'appelle. El Khala, c'est genre frontière tunisienne. Et elle habite à, frère, 5 minutes à pied de la plage. D'accord. Oh là là. Ah, c'est magnifique. Ouais. Donc ouais, j'ai eu comme pas mal de gens, pour le coup, pour en avoir discuté, il y a pas mal de gens, tu sais, quand ils vont au bled petit et ils s'ennuient, ça les dégoûte pas, mais du coup, ils ont pas l'envie d'y retourner et tout. Et moi, je te jure, j'ai eu ce besoin qui est venu naturellement. J'y suis retourné et depuis, je kiffe l'Algérie. Là, j'y vais tout le temps. Là, je commence à visiter maintenant les autres villes. Ah. Là, j'ai fait Alger. J'ai hâte de faire la Kabylie et tout. J'ai hâte de voir plein de villes. Là. Le désert. J'ai pas eu l'occasion de m'y rendre en Algérie, Oh. ouais, mais j'aimerais beaucoup en tout cas. Bah oui. Shout out à tous mes DZ, Merci, je prends. bien entendu. Et au niveau sans transition, au niveau de la scolarité, ça se passait plutôt bien pour toi? J'étais ni bon ni mauvais, tu sais. J'ai jamais été en dessous de la moyenne. Enfin, le plus grave que j'ai fait, je pense, c'est 9 de moyenne. Mais j'avais 12, etc. Je suis allé en général, je suis allé à la fac. Après, j'avais des avertissements comportement, évidemment, parce qu'on est là pour devenir comique. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et quand j'ai vu, quand Internet est arrivé à la maison, et si j'habitais à Pierrefitte, et qu'on a eu la Freebox, et que j'ai découvert Game One. Quand je découvre Game One, je me rends compte qu'il y a des gars, leur taf, c'est jouer aux jeux vidéo. Je suis petit, hein, j'ai peut-être 11-12 ans, hein, mais je me dis donc il y a des gars qui sont très bien payés pour jouer aux jeux vidéo, faire les cons à la télé, et mes parents, ils sont moins bien payés qu'eux, alors qu'ils triment, ils travaillent, etc. et tout. Je me dis, ok, donc, je ne ferai pas quelque chose que j'ai pas envie. Je me forcerai pas à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire parce que mes parents ont travaillé pour que j'ai ce choix-là de faire ce que je veux. Donc, à partir de là, l'école ne m'intéressait plus parce que je savais que c'était pas le parcours que je voulais prendre. Tu comprends ce que je veux dire? Que le parcours scolaire, que le monde du salariat classique et bureaucratique et tout, qui convient à plein de gens qui aiment la sécurité, qui aiment le contrôle, qui ont besoin de savoir demain je commence à 8h, je finis à 17h comme tous les jours de ma semaine, et il y a des gens qui sont très bien là-dedans et qui aiment grimper les échelons petit à petit, etc. Moi, à 12-13 ans, c'était clair, je dis ok, ça, c'est pas du tout ce que je veux, et du coup, le monde de l'école m'intéressait moins, et j'ai commencé donc il y avait déjà les gars de Game One et tout, c'était peut-être un peu flou dans ma tête, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, je me suis dit, peut-être c'est ça que je veux faire, tester des jeux vidéo, faire des vidéos sur les jeux vidéo. YouTube existait, mais à peine à l'époque. Et en fait, dès que j'ai vu le Jamel Comedy Club, toujours plus, tu connais, dès que j'ai vu le Jamel Comedy Club, je me rappelle, hein, télé du salon, ça passe, je sais même pas ce que c'est, je regarde, et je me dis, attends, il y a des gars qui sont payés pour faire des blagues juste, et ces gars-là, ils étaient différents, tu sais, des Jamel et des Gad, etc., parce que ces gars-là, ils parlaient comme nous. Jamel, il parlait comme moi. T'es peut-être un peu plus vieux que moi, mais pour moi, Jamel, il parle comme un daron. Tu comprends ce que je veux dire? Enfin, il me ressemble et tout, mais il parle comme les mecs de la génération avant moi. Okay. Là, quand je vois Thomas Njijol et tout, je me dis, mais attends, il dit les mêmes mots que moi je dis au collège, il parle exactement comme moi. Quand je vois Kairon, je le vois dans la vraie vie, on parle pareil, et je me dis, ok, donc, il y a des mecs qui nous ressemblent vraiment, qui viennent des mêmes coins que nous, de notre génération, qui en vivent en ce moment sans être connus. Et je me dis, ok, c'est cette vie que je veux, à ce moment-là. 13-14 ans, c'est cette vie que je veux. Et t'as directement regardé la première saison du Jamel Comedy Club? Ça passait à la télé. La première passait à la télé, ouais. Ouais, ça passait à la télé, donc je les voyais à la télé.
Et on avait Kéron au collège, donc qui nous donnait les cours d'impro théâtral. Et toujours au collège, je pense que j'ai 14-15 ans. Je vais voir Kéron et tout, et je lui dis, moi, c'est ça que je veux faire. C'est sûr, c'est ça que je veux faire. Et il me dit, est-ce que tu es sûr? Parce qu'après, une fois que tu as goûté ce métier, tu pourras rien faire d'autre. Je te jure, il m'a dit ça. Je dis, ouais, je suis sûr. Et... ouais. Mais déjà, est-ce que tu étais drôle? Parce que là, tu sais, ça, c'est littéralement un métier. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Mais oui. Mais faire rire une salle de classe, faire rire ses frères, ce n'est pas la même chose. On était dans le groupe de théâtre. Ce n'est pas la même chose que de faire rire une troupe exacte. Dis-moi. Je vais te dire. Donc, moi, la première fois que je monte sur scène, 15 ans et demi ou 16 ans, ok, c'était le plateau justement qu'avait ouvert Kéron, Kian Kojandi, Farid Chamek, etc. et tout. Farid Chamek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un monument du Comedy Club aujourd'hui, du Jamel Comedy Club. Il a présenté la troupe, je pense, la troupe du Jamel Comedy Club, quand vous alliez la voir. C'est sûrement Farid Chamek qui l'a présenté sur les 5-6 dernières années. Ils faisaient les tournées de Jamel, Zénith. Donc vraiment, monument, j'ai pas envie de dire inconnu, mais c'est presque anonyme, tu vois, dans le sens où c'est pas une grande célébrité et tout, mais monument dans l'histoire du stand-up français en plus. Bah ouais, bah oui, donc tu sais de qui je parle et tout, et sûrement les auditeurs aussi. Et donc ils ont monté ce plateau-là, qui est déjà un plateau bienveillant, où les gens savent qu'ils viennent voir du stand-up. À l'époque, dis-toi, il y a 15 ans, c'était encore plus underground qu'aujourd'hui, c'est gratuit. Et dans le groupe de théâtre dans lequel je suis, on écrit ensemble un sketch pour moi. On est 7-6, et dans le groupe de théâtre, il y avait donc des gars du quartier qui sont excellents, et il y avait par exemple, aujourd'hui qui est connu, Amine Mathieu. Tu vois, okay. Il faisait le cours de théâtre avec nous, parce que c'était le cousin de mon voisin, donc il venait au cours de théâtre et tout, donc il m'avait écrit un petit banger et tout ensemble. Donc la première fois que je monte sur scène, ça se passe très bien. Genre vraiment, ça se passe très bien. Ils étaient venus en mode, on vient de voir flopper, ça se passe très bien. Parce que première fois, 16 ans et tout. Ensuite, évidemment, je suis mauvais. C'est le but du jeu quand t'es stand-upper. Les premières années, c'est vraiment pour oublier ton ego. Parce que les premières années, tu floppes. Moi, c'était dans des caves, devant 4-5 personnes des fois. Et tu floppes. Et le but pour réussir à s'en sortir, le but, c'est réussir déjà à faire rire 4-5 personnes dans une cave qui sont gênées d'être là. Et après, donc du coup, tu apprends à être un peu à l'aise sur scène, etc. Mais moi, frère, j'ai commencé à 16 ans. J'ai commencé, je pense, à être rigolo à 21-22 ans. Et j'ai commencé à en vivre dans les années qui ont suivi, tu vois. Mais, et je te dis en vivre, hein, même pas en vivre bien, quoi. Mais en vivre dans les années qui ont suivi, etc. Mais ouais, c'est un long travail. J'ai peut-être mis 5-6 ans pour être rigolo. Déjà, merci pour ces précisions. Mais faut être honnête. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent, qui disent, oh, je vais faire ça, ça va être facile, je vais faire rire les gens. Non. 5-6 ans pour être rigolo et 5-6 ans à y aller tous les soirs. Hein. Et tous les soirs sur scène, 2 fois, 3 fois. Des fois, j'étais pas programmé, j'y allais. J'allais au Paname à l'époque. C'est le Paname, il nous faisait jouer beaucoup et tout. J'allais au Paname, j'étais pas programmé. J'ai resté jusqu'au plateau de 23h30. Et au plateau de 23h30, comme il voyait que j'étais là depuis 20h, il me disait, vas-y, fais 5 minutes. Et je me répète, merci sincèrement pour cette transparence. Et comment les parents ont pris la chose? Ils savaient pas. D'accord. Ils savaient pas. Mes parents, comment ils l'ont appris? Un jour, je suis en rando avec... c'est relou de dire. Je suis en rando avec ma classe d'école arabe. Pas de trucs bizarres, de rouge ou quoi. Vraiment rando, frère. Rando à la montagne et tout. On fait la rando. Et il y a Gad qui m'appelle. Et Gad, il me dit, ouais, je t'ai vu sur scène. Moi, j'aimerais bien que tu présentes mon plateau qui s'appellera Stand Up Paris pour mon retour sur scène à Paris. Il revenait de sa tournée américaine. Et tu sais, il avait refait les comedy clubs américains. C'est-à-dire, il voulait repartir de zéro, en mode, parce que là-bas, il est inconnu. Repartir de zéro, faire les plateaux, etc. Il est retombé amoureux du stand-up comme ça. Et donc, il m'appelle pour jouer. Je présente ce plateau. Et comme c'est fou, hein, ce que je te dis. Hein. Mais j'ai 22-23 ans et c'est la première fois que je suis payé pour de vrai. C'est la première fois que j'ai une fiche de paye. Combien? Pas beaucoup. C'est un cachet, tu vois. Combien? C'est un cachet pour une soirée. Pas beaucoup. En vrai, pour une soirée, c'est énorme. Mais je pense que je reçois 200 €, quelque chose comme ça. OK, en cachet. Frère, magnifique en vrai. Hein. Magnifique. C'était à Paris. J'ai juste présenté une soirée. 200 €. Et le 200 €, je le reçois à la maison.
moi, je suis pas habitué à ça. Donc, c'est mes parents qui reçoivent un truc stand-up, je sais pas quoi, Merwan. Et vraiment, ils me disent, c'est quoi? Et moi-même, je sais pas ce que c'est. Donc, je l'ouvre devant eux et en fait, c'était une fiche de paye. Et il y avait écrit fiche de paye, plateau Gad Elmaleh. Et ensuite, il y a des gens qui leur envoient la fiche et tout, donc ils voient Merwan Ben Lazar, parce que moi, j'avais un pseudonyme pour pas que mes parents y sachent. J'avais honte un peu, tu vois. Il y a Nekfeu, je crois, qui a une phrase comme ça. Il dit quand tu fais de l'art, avant d'être célèbre, t'as l'impression de faire honte à la famille. Avant de performer et tout, t'as l'impression de faire honte à la famille. Donc, j'avais cette honte-là, tu vois. Et comme je reçois ça, j'ai envie de dire, pour eux, c'est la meilleure façon de l'apprendre, je pense. Parce que c'est un truc officiel. Il y a une fiche de paye, donc pour des parents, c'est rassurant. Et sur la fiche de paye, on comprend que un nom reconnu a fait confiance à ton enfant et tout. Donc, je comprends totalement et c'est très bien. Et tu sais, t'es en train d'avancer, etc. T'es en train de faire tes armes, hein, littéralement. Moi, je veux que tu me parles de ces premières frustrations, c'est-à-dire quand les gens ne rigolent pas à tes vannes, quand les gens traînent des pieds pour venir te voir, etc. Tu sais, pour faire le parallèle avec le monde de la musique, Maître Gims, qui était venu il y a quelque temps, nous disait que parfois la section d'assaut était programmée pour faire des shows, hein, clairement, mais ils étaient tellement pas connus que le booker leur disait « vous, ce sera après ». Et quand ils montaient sur scène, les gens fumaient, tournaient la tête, ils étaient peut-être 10 dans la salle, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je veux que tu me parles de cette étape. J'avais pas de... Mais toi, je pense que si t'es renseigné et tout, et on doit avoir des connaissances en commun, même vu qu'on habite dans des quartiers à côté, moi, les gens, je les harcelais pour qu'ils viennent me voir. J'ai des discussions de gens avec qui j'ai jamais parlé de ma vie, mais t'ouvres la discussion, il y a juste moi qui lui ai envoyé 10 fois dans ma vie le lien de réservation avec hey, si tu veux me voir sur scène, je suis là, etc. et tout. Je faisais ça à fond, mais surtout au début, j'avais pas de frustration envers le public parce que j'avais vraiment en tête, et je l'ai toujours, que s'ils rigolent pas, c'est moi qui ai mal fait quelque chose. J'ai toujours eu ça en tête et ça n'a pas bougé. S'ils rigolent pas, c'est moi qui ai mal fait quelque chose. Et ça va à l'extrême où des fois, les gens, ils rigolent et je me dis, j'ai eu de la chance. Mais j'ai jamais eu de frustration envers le public et jamais eu de frustration envers les gens qui sont pas venus. Parce que si les gens qui sont pas venus, c'était à moi de leur donner envie de venir, en vrai. Tu vois? C'est fort, cette force de caractère, sincèrement, parce que, tu vois, dans le quartier, moi, j'ai fait du rap, comme beaucoup d'autres, etc. Et tu sais, pour parler avec certaines personnes, il y en a plein qui en voulaient même à des membres de leur quartier, à des amis. Je déteste attendre les gens. J'aime pas attendre les gens. C'est-à-dire, j'aime pas attendre. J'aime pas que mon projet, il dépende de la venue ou non de quelqu'un. C'est-à-dire moi, j'ai joué mon spectacle en salle. En salle, quand je monte sur scène, dans une 110 places, 8 personnes. Je m'en fous, frère, ils sont 8, on fait. Mais, et je vais te dire, nous, on n'a pas eu à attendre les gens dans mon quartier parce que les humoristes, on les a amenés dans mon quartier. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, au début de lycée, seconde, première, on parle avec le service jeunesse. Il y a un de mes gars qui s'appelle Mohamed, qui est mon voisin, qui s'entend très bien avec le service jeunesse à Pierrefitte à l'époque. Donc, c'est Bart, Daouda, Mousso et tout, qui gèrent le service jeunesse là-bas et tout. Et on leur dit que nous, on a envie de faire un plateau de stand-up à Pierrefitte. Donc, dans le quartier de la mairie, tu vois la mairie? Juste à côté, il y a une guinguette. Une guinguette, vraiment, c'est une salle où les vieux, ils viennent faire des dîners, des repas à la fin du mois et tout. Nous, on dit, vas-y, on le fait là. Et on va faire un comédie club et tout. On fait venir un gars pour faire MC. On prend un gars... champion End of the Week, gros. On prend un gars qui s'appelle Rafale. Je sais pas si tu connais Rafale, c'est un rappeur. Il faisait End of the Week souvent et tout, donc il savait hoster et tout. Lui, il hostait et nous, on faisait des passages et on faisait venir des humoristes reconnus de Paris. Ça veut dire des gars qui, dans le circuit, étaient des tueurs, etc. et tout. Et on leur disait, on n'a pas de quoi vous payer. On était en seconde première. Mais on a plein de jeunes comme nous qui ont soit notre âge, soit plus vieux, qui sont chauds pour venir rigoler, et on vous donne des pizzas, on est jeunes, si vous voulez venir, venez. Et les gens, en gros, de Pierrefitte, de notre âge, ils venaient. On mettait un tarif symbolique pour quand même qu'ils aient l'impression de payer et que ce soit valorisant pour eux. Et les gens de Pierrefitte, gros, ils venaient. On le faisait une fois par mois. Pierrefitte, les gens qui connaissent Pierrefitte, ils connaissent Pierrefitte, gros. C'est une nationale, Pierrefitte. Exact. Ça n'existe même plus. Exact. Ça n'existe même plus maintenant. Ils venaient, on était 130, 150 tous les mois.
Et parce qu'on leur amenait de la frappe comme humoriste. Et nous, on travaillait en même temps nos passages. On essayait d'être bons au milieu des humoristes qui sont déjà validés. Donc, comme je te dis, nous, moi, donc Mohamed, mon voisin, qui faisait du stand-up à l'époque, Amine, qui maintenant fait Twitch, etc. et tout. Et autour de nous, il y avait, tu te rappelles, Younes et Bambi. Il y avait Younes et Bambi, Ahmed Sparrow. Je pense que les gens, ils s'appelaient le Comedy Gang. Et pour s'occuper de ça, on avait mis que des gars de notre quartier. Il y avait un gars qui était électricien. C'était des électriciens. Il nous gérait du coup la sono. Il faisait les branchements, etc. pour que tout soit cool. Oumout, tu vois, couture, daron électricien. Il nous faisait l'électricité. Il y avait un gars qui s'appelle Abdel. Il gérait les entrées. Abdel, qu'aujourd'hui, moi et Amine, on fait bosser avec nous. Donc, franchement, ce moment-là, on a construit un truc solide entre nous de regarder, on est capable, si on veut, de faire des trucs cool. Et surtout, je suis content qu'on continue à bosser, par exemple, tu vois, avec Abdel, parce que je me rappelle avoir eu une discussion avec Amine à l'époque où on se disait Abdel, il bosse trop bien. Si un jour ça marche pour nous, tu peux prendre Abdel, même pas parce que c'est ton pote. Tu peux prendre Abdel parce qu'il est pro. Et ça, on s'en est rendu compte au lycée, parce qu'au lycée, on a voulu... En fait, on aimait trop le stand-up et on comprenait pas que les gens de notre entourage, ils aiment pas le stand-up. On se disait, on s'en fout qu'ils viennent nous voir nous, ils viendront nous voir nous s'ils aiment le stand-up. Et qu'on fait du bon boulot. Et du coup, on ramenait des bons humoristes chez nous. Magnifique, frangin. Et Amine, il vient d'où? Il vient de... Amine, il vient de Drancy. D'accord, ok, Ouais. très bien. Et Oumout, il vient de Pierrefitte? Ouais. Parce que j'ai un Même Oumout quartier. aussi dans mon quartier. Ah non, Ouais, non, non, je me suis dit, non, non. peut-être que... Électricien aussi. Ok. Non, Oumout, il vient de notre quartier, mais Amine, c'est le cousin de mon voisin. C'est pour ça qu'il arrive à faire les cours de théâtre avec nous. Ok, Ouais. ok. Étant donné que le monde est un village, C'est ça. c'est magnifique. En tout cas, franchement, je salue ta détermination. Et c'est très bien parce que dès le départ, j'ai l'impression que tu avais les épaules. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais même ajouter un truc qui S'il va te peut-être plaît. parler aux gens. C'est que moi, tu sais, comme j'étais mauvais, je jouais nulle part. Les gens ne voulaient pas me programmer, etc. Donc, pareil avec un pote qui habitait à Saint-Denis, qui habitait en face du 129 à l'époque. Il me faisait des visuels et de la communication. Amine, il venait des fois présenter la soirée avec moi et j'avais ouvert mon propre plateau. Si moi, je peux pas jouer ailleurs, c'est pas grave. J'ouvrirai mon propre plateau, je vais travailler, je vais inviter des gens qui m'inviteront eux en retour parce qu'ils ont kiffé jouer chez moi et que du coup, il y a un... tu vois, on se fait un truc comme ça. Et en devenant fort sur mon plateau, je serai invité ailleurs. Ça veut dire, s'il n'y a pas de chance pour vous, il n'y a pas de place pour vous, en réfléchissant bien, en vrai, tout le monde peut se créer sa propre place. Et c'est ce qu'on a fait avec le Comedy Gang, c'est ce que j'ai fait après avec le plateau qui était au Sentier des Halles. Tu sais qu'on aime ce genre d'histoire ici. Hein. Je crois que c'est l'ADN On du est- podcast à on la est base. non absolument, on Ouais, est ouais. totalement à propos de ça. Et bravo, comme je te le disais tout à l'heure, je salue vraiment la détermination parce que dès le départ, comme je t'ai dit, tu avais les épaules larges. Et c'est ce qu'il faut pour perdurer. C'est ce qu'il faut pour avancer bien équipé. Franchement, bravo, frangin. Et je te le dis ça en Merci, toute c'est avec franchise. Hein. Et tu sais, toi, tu es en train d'avancer, tu es en train de te faire tes armes, etc. Nous, on avait reçu Walidja il y a quelques temps et moi, je lui disais, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Oui. et que je lui Pareil. disais, voilà, dans le quartier, il y a deux types de vanneurs. C'est-à-dire, il y a le vanneur qui court vite, parce qu'on peut pas l'attraper comme ça, tu vois ce que je veux dire, ou il y a le bagarreur. Toi, t'étais comment? Moi, je suis le vanneur qui a un grand frère qui faisait du rugby. C'est bon. Qui avait les C'est épaules bon. larges. Non, et surtout, pour le coup, il y a eu des fois où moi, je me rappelle d'une fois, quand je suis arrivé au quartier, parce que du coup, je déménageais, tu sais. Et moi, je jouais beaucoup aux jeux de rôle quand j'étais petit, sur la console et tout. Et je me rappelle qu'il y a un mec qui arrive, je me rappelle plus de son blaze, mais genre, tu sais, il était moitié-moitié. Il était français-arabe. Donc, il avait un prénom genre Bastien, tu vois. C'était un Algérien, moitié algérien, moitié français, tu vois. Et il me dit, pourquoi tu parles comme un Babtou? Juste parce que je parlais comme... Moi, je sortais pas, j'avais pas le droit de sortir à l'époque, quand j'habitais à DDF. Je jouais cache des jeux de rôle, donc il me dit, pourquoi tu parles comme un Babtou? Et je lui réponds, frère, tu me demandes pourquoi je parle comme un Babtou, tu t'appelles Bastien. D'accord. Les gens éclatent de rire. Il me met une gifle de l'espace. Mais, c'est la première fois que je sors, peut-être. Hein. C'est pas mon quartier. Les gens me découvrent ce jour-là. Mais comme ils ont vu que moi, j'étais bienveillant et que c'est lui qui avait surréagi, frère, c'est lui qui s'est pris une teutard derrière par les autres. Ils l'ont poussé, touche-le pas et tout. Tu vois ce que je veux dire? Je vanne, mais je suis toujours bienveillant. Et tu l'as vu, tu es venu au spectacle. Absolument. Même quand je suis piquant,
Même quand je dispute un peu les gens qui sont sur leur téléphone ou j'essaie, ou quelqu'un dit un truc un peu déplacé dans la salle et que je le recadre et tout, toujours bienveillant. Donc au final, j'ai jamais eu de problème. Même quand j'essaie de dire des vérités un peu piquantes et tout, toujours bienveillant. C'est pour ça que je suis encore à la radio. C'est ta marque de fabrique et c'est très bien. C'est une belle leçon de vie, en tout cas, sincèrement. Et dans la scolarité, tu vois, tu es en train de rêver secrètement à une carrière de stand-upper, etc. Comment on fait pour rester focus dans les études? C'est un truc, faut pas que je dise au micro peut-être et aux jeunes et tout, mais moi, je t'ai dit, moi, à partir du moment 13-14 ans où je sais que je veux faire du stand-up, etc., les études, je le fais, mais je le fais pour rendre fiers les parents, pour pas qu'ils aient honte quand on leur demande alors, toi, alors, c'est comment ton fils et tout. Mais je le fais que pour ça, et du coup, j'ai que cette motivation-là, et je le fais vraiment pour pas faire honte aux parents. C'est-à-dire que je vais à la fac, mais je le fais vraiment pour pas faire honte aux parents. Quand je suis à la fac, je travaille au McDo. Pour ceux qui connaissent le McDo, là, la gare Épinay, là. Et je me souviens d'un combo, un combo. Je fais une année donc où je suis à la fac, je finis ma L2. Donc je vais rentrer en L3. Je travaille au McDo et j'ai des déceptions personnelles et tout, rien à voir avec le boulot. Et en fait, je me dis ok. Et tout ça me met un électrochoc de oh mais c'est pas du tout la vie que je veux. Et je m'en rends compte à la fac. C'est-à-dire on fait un éval à la fac là, on fait un devoir et en fait j'ai les réponses de certains trucs. Pas tout, on va pas se mytho. Mais les réponses que j'ai, je les mets pas parce que j'ai la flemme. Et je me dis mais en fait, si j'ai la flemme de faire ça, maintenant, ça sert à rien que je m'enfonce là-dedans. C'est pas du tout ce que je veux faire. Donc je me souviens me lever pendant les vals, rien rendre, et la prof qui me dit vous allez où? Et je dis vous inquiétez pas, je reviens plus. Oui, vous inquiétez pas, je reviens plus. Et je crois que, tu sais, elle m'a même pas retenu. Hein. Après, j'étais à Paris 8 et tout. Je pense que Paris 8 Vincennes, là, qui est en fait à Saint-Denis. Mais donc, je crois que c'est pas la première dinguerie qu'elle a vue dans sa carrière, donc elle s'en foutait un peu. Mais ce jour-là, je suis plus retourné à la fac. J'ai été propre quand même au McDo parce ils m'avaient fait confiance. Ça reste le McDo, mais tu vois, le gérant, il m'a fait confiance. Tu mets pas des gens en galère et tout, c'est pas mon délire. Donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit quand est-ce que je peux partir. Et après, c'était stand-up tous les soirs. Tous les soirs. C'était très risqué, en tout cas. Ouais, mais je préfère ça que une vie de sécurité sans saveur, en vrai. C'est une philosophie. Ouais. Mais et je savais que ça serait pas facile. Mais malgré tout, c'était quand même très risqué. Oui, je savais que ça serait pas facile. Sincèrement. Je veux dire, après, je le dis, c'est des c'est des spéculations et tout. Si là, ça marcherait pas autant que ça marche pour moi en ce moment, je regretterais toujours pas le choix que j'ai fait. Tu vois? Parce que je prends du plaisir à essayer. C'était quand même risqué. Oui. Mais je respecte totalement cette philosophie. Et donc, tu es en train d'avancer. Tu sais, depuis tout à l'heure, je fais du name dropping, mais on s'appuie aussi sur nos anciennes émissions. Tu sais, il y a Farid Chamek, dont tu parlais tout à l'heure, qui disait quand il était venu que d'un point de vue extérieur, on voyait les spotlights, on voyait la troupe du Jamel Comedy Club et on voyait même de manière générale les comédiens et les stand-uppers avancer main dans la main, mais que les coulisses étaient beaucoup plus crades, beaucoup plus sales. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des coups tordus. Chacun n'hésitait pas à faire des coups foireux aux voisins, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux confirmer? Son époque à lui, en plus, elle était vraiment dure. Son époque à lui, elle était beaucoup plus dure que la nôtre parce que eux, ils étaient pas beaucoup et ils se connaissaient tous. Et eux, c'était vraiment l'époque du vol de blagues. Eux, c'était vraiment, tu vois, si tu parles à leur génération, ils sont traumatisés par le vol de blagues parce que ils aimaient des gars qui, en fait, avaient volé la plupart de leurs blagues à des Américains. Mais les Américains, à l'époque, les blagues, elles étaient sur des DVD. Il fallait acheter le DVD. C'était le début d'Internet, etc. Il n'y avait pas beaucoup de spots pour pas beaucoup d'humoristes aussi. C'était ça à leur époque, tu vois. Nous, c'est un peu plus calme, mais c'est méchant parce que là, je pense que sur Paris, hein, et je te dis pas de conneries, bah, c'est simple. Je parlais avec une meuf qui travaillait avant pour le Paname, tu sais, un des comedy clubs, je pense le comedy club le plus ancien de Paris. Je lui disais, t'as combien d'humoristes dans ton répertoire d'humoristes à caler dans ton truc et tout?
scènes ouvertes comprises, gars qui ont fait 10 scènes dans leur vie, etc. Elle m'a dit plus de 500. Et elle n'a pas tous les humoristes de Paris, frère. Plus de 500. Et on parle que de Paris. Il y a du stand-up à Nantes, il y a un comédie club à Nantes, il y a 2-3 comédie clubs à Marseille, il y a du stand-up à Lyon, frère, il y a du stand-up en Suisse, il y a du stand-up en Belgique, Canada, je t'en parle pas. Donc dis-toi, tout ça, c'est la scène francophone. On est 1000, gros. On est plus de 1000 sur la scène francophone. Donc, après, évidemment, quand on arrive au confirmé, comme Farid Chamek, etc., ça se raccourcit. Et aussi, ça dépend de l'endroit où tu joues. Tu vois, il y a des endroits qui sont moins sains que d'autres. Moi, j'ai eu la chance de jouer beaucoup là où, dans le lieu que Farid a ouvert, chez Madame Sarfati. L'ambiance est plutôt saine, tu vois. Mais ouais, je sais que... Après, il y a beaucoup d'histoires. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires au Comedy Club et tout, mais comme je dis, c'est une autre génération. C'était d'autres anciens. Et c'était beaucoup... et c'était la télé, frère. Avant, les humoristes, c'était la télé. Donc, leur monde était mélangé avec celui de la télé. Donc, il y avait beaucoup de coups de crasse et tout. Et frère, des crasses du monde le monde de la télé, moi, je pourrais t'en parler aussi. Hein. mais ouais. Donc, oui, c'est une autre époque. Nous, avec le prise de conscience collective qu'il y a, comme tu veux, les MeToo, parce que lui, t'en as parlé en tant que mec, dans le stand-up, Farid. C'est vrai. Invite une humoriste un jour, tu vas voir. Frère, les meufs humoristes, dis-toi, c'est des meufs qui ne travaillent qu'avec des hommes. C'est-à-dire, il y a d'autres meufs humoristes qui existent. Mais regarde la plupart des plateaux de stand-up. Quand il y a une meuf qui est invitée, elle se retrouve à venir jouer sur un plateau où il y a 4 mecs. Les gens dans la salle, elle a le stress elle se dit peut-être les gens dans la salle, ils ont des a priori, de les meufs, elles sont pas drôles, etc. et tout. Donc, nous, on va dire, tu vois, moi, je suis quelqu'un, dans la vie, je suis pas arrangé parce que racisme, etc. Je suis un bubard du 93 et tout, machin. Mais dans l'humour, Jamel, Smaïn avant lui, etc., ils nous ont ouvert les portes. Quand j'arrive, les gens ont moins d'a priori sur moi. Sur scène, je parle attention, qu'une meuf qui arrive sur scène. Et imagine être une meuf renois. Imagine être une meuf arabe. Alors là, frère, laisse tomber. Ce que je veux te dire, c'est que le milieu, il est dur pour nous. Mais s'il est vraiment dur, le milieu, en ce moment, c'est pour les meufs, frère. Et tu sais, en te disant ça, je pense notamment à la polémique qu'il y a eu autour de Gad, avec les blagues qu'il prenait, etc. Et tu sais, pour avoir entendu un peu les bruits de couloir, il y en a qui ont dit qu'il s'était fait balancer. En fait, il y avait à l'époque un compte qui s'appelait Copy Comique. Je sais pas si t'as suivi. Ouais, mais et Copy Comique postait des vidéos d'humoristes et à côté, il y avait le sketch et tout. Et ouais, Gad, il était beaucoup dedans, comme beaucoup de gars de sa génération et tout. Mais au début, je l'ai pas suivi quand il a... Enfin, je l'ai pas suivi. J'ai pas compris quand il a un peu nié et tout. Et là, pour le coup, il est revenu dessus et tout. Et il a dit... voilà. Et il a dit qu'il avait pardonné à la personne qui l'avait balancé, etc. et tout. Et en vrai... En fait, moi, j'étais un peu mal à l'aise avec ça et pour ça que j'en parlais pas trop. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire des vannes sur ça, sur scène et tout, de le vanner et tout. Mais j'avais une vanne, je finissais en anglais et tout. Et ça, je sais pas ce que ça veut dire, c'est Gad qui me l'a écrit. Mais tu vois, ça m'arrivait plein de fois. Mais Gad, moi, ce que je connais de Gad, frère, c'est un gars qui m'a fait des passes de fou furieux. C'est le gars qui a envoyé ma première fiche de paye chez moi. C'est Gad, un jour, il me dit, Roche Dizem, il a écrit un film. Il y a un perso, il m'a parlé d'un perso, il tirait bien. Est-ce que tu peux être au Paname ce soir à 23h? Parce que je fais venir Roche Dizem, comme ça il te voit sur scène. Je le connaissais depuis 2 semaines. Après, T'as capté? Et surtout, surtout un dernier truc, c'est qu'il y a beaucoup de blagues, justement, qu'on lui qui n'étaient pas de Gad, qui étaient de Jerry Seinfeld, qui est un monument du stand-up mondial, Jerry Seinfeld. Il y a, si vous voulez voir, je pense qu'il y a sur Netflix un de ses anciens shows, mais qui est incroyable, qui s'appelle I'm Telling You for the Last Time. Incroyable, c'est un mec en costume et tout, machin. Et Gad et Jerry Seinfeld, ils sont potes. Ils sont potes de fou. tu sais, Et Jerry Seinfeld en a parlé. En mode, ouais, c'était il y a longtemps et tout, je m'en fous. Frère, si lui, il s'en fout, moi, je vais pas aller faire le justicier de machin. Si eux, entre eux, c'est réglé entre eux, tu vois. tu sais, pour mettre les 2 pieds dans le plat, tu connais l'ADN du média. Hein. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait toujours de la bienveillance de ton côté. Et ben, sache que pour nous, c'est exactement la même chose. Oui, bien sûr. Moi, je t'ai vu sur scène, j'ai vu le love que tu lui as donné à Gad, où tu disais oh combien il était important pour toi, tu viens de le refaire, et nous, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'objectif n'est vraiment pas de jeter des anathèmes. Mais c'est important d'être honnête aussi sur ce qui s'est passé. Absolument. C'est 100% honnête. Et si on est totalement transparent quand on parle d'ambiance, quand on parle de coups tordus, etc., on est obligé de, comme ils disent les Américains, bring the facts. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, mais il y a, en fait, toi et moi, on est croyants. oh, absolument. Et il y a une phrase qui est simple. Même si tout ce qui nous arrive de bien
évidemment, ça nous arrive parce que on croit, toi et moi, sincèrement, que Dieu nous a écrit que ça doit nous arriver et que c'est bien et que, comme Dieu l'a écrit, ça nous arrivera quoi qu'il arrive. Si ça arrive parce que Gad te fait une passe, Dieu a fait de Gad la cause. Tu comprends ce que je veux dire? Et elle est simple. La phrase, elle est simple. Après, c'est la rhétorique islamique qui est comme ça. En une phrase, on dit beaucoup de choses. Celui qui est ingrat envers la créature est ingrat envers le créateur. Simple. Jamais de ma vie. Moi, je peux être que plein de gratitude envers Gad Elmaleh qui m'a fait que des passes dans ma vie. Eh ben, ça, c'est important de le marteler, frangin. Sincèrement. Et qui donne l'exemple pour moi, comme il fait Fari aussi, aux anciens stand-uppers de continuer à aller à la salle de boxe. Parce que Gad, c'est un gars qui, à 23h, le jour où moi j'ai joué à 23h et qu'il a fait venir Roche Dizem, là, il a joué aussi. Hein. Il a joué sur un plateau 23h au Paname, loin, dans la cave à République, là. Il continue à faire les plateaux et tout. Moi, le jour où il m'a découvert, frère, il m'a découvert, Zama, c'est Christophe Colomb. Mais c'est un plateau un dimanche à 16h. Hein. Pour moi, les gros qui continuent à faire des plateaux et qui continuent à se mettre en danger, là, exemple, parce que les Américains, c'est ce qu'ils font beaucoup. Bravo, faut jamais oublier les mains tendues. Jamais. Jamais. Les exemples aussi. Hein. Absolument. Exemple, mais c'est bien. J'espère qu'il appréciera ces paroles pleines d'amour et de respect, sincèrement. Et tu sais, grâce à Jamel Debbouze, entre autres, et beaucoup, hein, n'ayons pas peur des mots, que ce soit Farid, tu viens de le dire, etc. En fait, il y a eu beaucoup de stand-uppers et qui sortent de la même école. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes formaté à un certain humour. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est très codifié et malgré vous, parce que vous êtes en train de faire vos armes ensemble, vous écoutez les blagues des gens, etc. Et que peut-être qu'inconsciemment, eh ben il n'y a pas de profil qui se démarque totalement. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Tu trouves que la masse, elle se ressemble? Bah, en l'occurrence, on a vu que il y en a plein qui sont sortis de cette école et qui ont fait une belle carrière. Hein. Je suis pas en train de jeter des anathèmes. Non, absolument pas. Mais je veux dire, est-ce que vous n'êtes pas trop codifié? Bah, en fait, le truc, c'est que, comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'humoristes et à une certaine strate, on se croise en permanence. Les humoristes qui jouent beaucoup sur les plateaux, etc., on se croise en permanence. On a beaucoup les mêmes références. Tu vois, par exemple, Dieudonné, c'est une référence pour un paquet d'humoristes, tu vois, qui ont ton âge, par exemple. Et du coup, quand tu regardes un peu, à chaque fois, tu dis « Oh, ça, c'est Dieudonné. Oh, ça, c'est Dieudonné. » Des petites tics, des petites réflexions, des petites façons de finir les phrases, etc. Tu dis « Oh, ça, c'est Dieudonné. » Et du coup, pareil, ma génération... Après, par exemple, je pense que quand t'es venu, est-ce que tu trouvais qu'on se ressemblait? Je crois que quand t'es venu, t'étais à 19h. Ça devait être Nathan, en première partie. Ouais. Est-ce que tu trouves que, par exemple, moi et Nathan, on se ressemblait? Après, moi et Nathan, c'est possible qu'on parle peut-être un peu pareil parce qu'on fait de la tournée ensemble. Donc, on est tout le temps ensemble. Tu vois? Non, c'est vrai que je trouvais qu'on se ressemblait? Non, j'ai pas trouvé de similitude. Mais parce que, aussi, il y a un truc, c'est que moi et Nathan, on est totalement différents. C'est-à-dire que Nathan, même si on vient du même coin en Algérie, Nathan, il a grandi à Vanves, il a fait de la télévision, il n'a pas eu le même parcours que moi, il a été passionné de stand-up. Lui, c'est un vrai kiffeur de stand-up new-yorkais. Il regarde des vidéos de stand-uppers new-yorkais des années 80, à peine en couleur, avec des morceaux de bande blanche de VHS là, partout là. Et donc, on n'a pas les mêmes références. Je pense que moi, lui, c'est plus... Je pense que Kev Adams a plus marqué Nathan, et moi, et ça se ressent du coup peut-être dans sa façon de faire du stand-up, et moi, ça va plus être Jamel. Et après, c'est venu le Jamel Comedy Club, et au final, je me suis mis à beaucoup aimer les Dave Chappelle. Ok. Dave Chappelle, c'est vraiment ma ref, tu vois. Et comme on se croise souvent, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se met à tous se ressembler et tout. Ouais. Moi, j'essaye en tout cas dans le spectacle de... En fait, moi, mon spectacle, j'essaie de faire en sorte que tu le regardes et qu'à la fin, tu te dis qui aurait pu faire le même spectacle, qui aurait pu dire les mêmes blagues, qui aurait pu dire ça de la même façon. Si à la fin, tu trouves personne, ou ça peut arriver que tu en trouves un ou deux, peut-être sur quelques parties, j'ai l'impression d'avoir fait mon boulot. Dis-moi si c'est ce que tu as ressenti ou pas du tout. Hein. Non, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vu de similitude, clairement. Et même avant de démarrer, je t'ai dit ô combien tu me fais marrer. et peut-être que moi-même, je suis peut-être assez difficile, hein, tu vois ce que je veux dire, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure... On a grandi avec des banners. Exactement. Merci de m'enlever les mots de la bouche, c'est clairement ça. La génération d'avant, c'était des mastodontes pour moi. C'était peut-être... la comédie était peut-être à son paroxysme, tu vois, j'ai presque envie de te dire, sans dénigrer qui que ce soit, vraiment. Et c'est pour ça que je suis peut-être un peu plus dur aujourd'hui, tu vois. Après, moi, ce que tu as vu, j'ai... Pardon, vas-y, pardon. Non, je t'en prie. Moi, j'ai 30 piges. Et vraiment, dans le stand-up, les bons humoristes,
Dave Chappelle, c'est un présu, il est connu à 18 ans. Hein. Mais les bons humoristes, Bill Burr, Jerry Seinfeld, ils sont connus plus à 35-45. Ok. Tu comprends? Ok. Là, tu t'es régalé à mon spectacle et tout, t'as kiffé, mais t'as vu un gars en formation, en fin de formation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, mon but, c'est d'être excellent à 40 ans, là. Faire des bonnes blagues de mecs de 40 ans. C'est pour ça que là, je suis content de faire des bonnes blagues de mecs de 30 ans. Mais quand je ferai des bons sketchs de mecs de 40 ans, tu vois, Gad, il a quel âge, frère? Gad, il est vieux, hein. Gad, moi, tu sais quoi? Moi, j'ai 30 piges. Je crois que la carrière de Gad, elle fait presque 30 ans. Tu vois? Gad, il a entre 50 et 60. Oui, c'est vrai parce qu'il était là dans le cinéma de Jamel. Et le cinéma de Jamel, c'était peut-être en 97. 96. Et il arrive de Montréal. C'est-à-dire, il en a sa 3e vie. Il était à Casablanca. Il va vivre à Montréal. Et de Montréal, il arrive à Paris. Donc, il arrive... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Absolument. Frère, là, t'es face à des marathoniens en milieu de course. Franchement, je salue ton humilité et c'est très bien de recentrer le débat parce que inconsciemment, c'est des données déjà que je n'avais pas, clairement, par rapport à Gad. Et aussi parce que nous, nos exemples en tant que mec de banlieue et tout, c'est qui? Les footeux, les rappeurs. Les footeux, les rappeurs, ils percent à quel âge? Les footeux. Regarde, Zahir Emery, frère. À 18 ans, 17 ans. Il n'y a même pas encore 18 ans, je crois qu'il a 17 ans, là. Désiré Doué, il a 19 ans, frère. Ouais. C'est terrible. Les rappeurs, ça perce à quoi? Entre 20 et 30 000, je suis d'accord. Et nous, c'est différent, nous. Nous, on est censé... Nous, si on perce avant, c'est une anomalie. Tu vois ce que je veux dire? Nous, si on perce avant, c'est une anomalie, c'est qu'on est excellent, machin. Mais un très, très bon humoriste, et j'invite les gens vraiment à aller regarder les spectacles de Bill Burr, qui est un quarantenaire, qui fait que gueuler, mais c'est un quarantenaire, et c'est ça qu'on veut voir. Un mec qui en a plus rien à cirer, qui a plus rien à perdre, qui a tout connu, et c'est lui qui va faire les meilleures blagues. Les vrais mecs drôles dans ta vie, frère, c'est les mecs qui ont plus de 40 ans. Les mecs de ton âge, ils te font rire parce qu'ils ont ton âge et vous avez les mêmes références. Mais un vrai mec marrant de 40 ans, là, il est vraiment marrant, frère. Un vrai mec de 40 ans qui a fini avec ses enfants et tout, là, lui, il est vraiment drôle, frère. Ouais, c'est super. En tout cas, bravo, franchement. Et merci parce que finalement, en disant ça, c'est vrai que inconsciemment, on regarde les footeux, inconsciemment, on regarde les rappeurs, etc., qui percent relativement jeunes. Et toi, le fait de nous dire que t'es encore en formation presque, hein, je pense que c'est tout en étant excellent, disons-le. Tout en choquant, hein, vrai. En tout cas, le fait de dire ça, je trouve ça fort, sincèrement. Et tu sais, pour avoir vu ton spectacle, je vais me répéter, mais dedans, tu disais que ta belle famille, enfin, ta famille disait de toi que t'étais un demi-clown. Tu vois? C'est ma femme. Ouais, ta femme, pardon, excuse-moi. Ta femme qui disait à ta belle famille que c'est un demi-clown. Bon, c'était teinté d'humour, bien entendu, mais c'était tout ça pour dire que malgré tout, au sein de certaines communautés, ça peut ne pas passer. Oui. Est-ce que toi, c'est passé? Moi, c'est passé parce que, comme je te l'ai dit, la façon dont ils l'ont appris et tout, mais je pense que... et aussi, nous, on a du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner l'exemple de mes parents. Mes parents, ma mère, elle n'est jamais venue me voir. Elle aimerait, tu vois, mais elle n'est jamais venue me voir. Et c'est pas parce que, genre, elle s'en fout ou quoi. C'est juste moi, j'ai honte de lui montrer un produit pas fini. Je lui montrerai le jour où je ferai la cigale ou un truc comme ça. Avant, même si c'est ma mère, frère, elle va trouver ça super, même si c'est nul. Mais avant, je me sens pas de l'avoir dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Mon père, par exemple, quand on regardait le Comedy Club et tout, ça le faisait rire. Mais je sais qu'il disait des trucs genre, ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas notre univers. Ça, c'est pas notre monde. Parce que religion et aussi parce que, je pense, inconsciemment, si ton enfant, il te dit qu'il a envie de faire ce genre de métier où il y a beaucoup de concurrence, où très peu mangent, et où la déception est bonne et courante, hein, c'est le quotidien, tu as envie de le protéger de ça et c'est normal que tu n'as pas envie qu'il fasse ça. Tu as plutôt envie, pour tes enfants, tu vises quoi? La sécurité et la tranquillité pour toi, de savoir que, ok, il fait son fric, il prend aucun risque, il est pas exposé, etc. et tout. Moi, c'est passé, mais je t'ai dit, c'est passé aussi parce que je suis l'enfant du milieu. Ok. Je suis pas l'enfant du milieu, tu vois, l'enfant du milieu, et tu passes un peu inaperçu. Je t'ai dit, je jouais tous les soirs quand j'avais 21, 22 ans, personne ne me demandait où j'étais ou quoi, ou on me demandait, je disais, j'étais voir un spectacle de temps en temps et tout, mais c'est cool,
ils se souciaient pas trop de moi. Et aussi, c'est passé parce que, en parallèle, j'avais mon alibi, là, comme Spider-Man. Tu vois, ils vendent des pizzas et en fait, c'est Spider-Man. Moi, j'étais à la fac, mais en fait, j'étais comique. Mhm. Donc, Et est-ce qu'en Algérie, c'est aussi régi par des castes? C'est-à-dire, peut-être qu'il y a les nobles, la classe intermédiaire. C'est pas ça? ça se fait naturellement comme ici. C'est-à-dire, c'est rare ici que quelqu'un de très fortuné va se marier avec un pauvre et inversement. Mais ici, il n'y a pas de caste. Mais non, il n'y a pas ça. Tu vois, nous, on n'a pas D'accord. ça. Et au contraire, on a un comique qui vient souvent jouer en France, algérien, qui s'appelle Abdelkader Secteur. Et il vient jouer en France en arabe. Et il remplit des cigales. Hein. Et après, il fait des tournées de grosses salles et tout, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est pas mal vu. On a même à Alger un festival d'humour, là, qui est fait avec je crois qu'il y a la ministre de la Culture algérienne qui est un peu là-dedans et tout. Donc, ouais. En Algérie, il n'y a pas ce truc de c'est la honte d'être comique. Il y a même un comedy club qui est ouvert à Oran. Magnifique. Ouais, à Oran. J'ai oublié le nom. Mais donc, non, il n'y a pas ce D'accord. truc-là. En plus, il y en a des grandes villes, Oran, Alger, il y a la Kabylie, etc. et tout, où c'est ouvert d'esprit et tout. C'est magnifique. Et tu sais, sans transition, dans tes spectacles et même dans ton accoutrement, etc., bon, tu portes fièrement tes convictions, hein, j'ai envie de te dire, tu vois. Tu disais que tu avais un groupe WhatsApp avec les frères de la mosquée. Ah ouais, les gens, ils vont entendre ça, ils vont dire, moi, je vais pas à ce spectacle. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est cette transparence qu'on aime, justement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je veux que tu me parles et que tu me dises à quel moment de ta vie ta pratique à la religion s'est accrue. Avec le stand-up, en fait. Parce que, en fait, avec le succès, plus ou moins. Pas le succès qu'on entend, il est célèbre, il prend en photo dans la rue et tout, mais juste le fait que les projets avancent, je me suis senti ingrat. Et j'ai voulu témoigner. J'ai vraiment naturellement voulu témoigner ma gratitude parce que moi, étant croyant, comme n'importe quel croyant, catholique, juif, ce que tu veux et tout, t'as envie de témoigner ta gratitude à qui quand tout va bien? À ton créateur, du coup. Et naturellement, je me suis mis à m'intéresser à la religion, comment, du coup, bien prier et tout. Tu connais, je faisais la prière avec mon daron. Mon daron, il m'a appris la Fatiha, il m'a appris à faire la prière, mais n'ayant pas pratiqué, n'ayant pas prié de mes 13 à peut-être 19 ou 20 ans, j'avais oublié, frère. Donc, à 21 ans, peut-être, tu vois, j'ai un retour naturel qui se fait comme ça, qui coïncide finalement après le retour à la croyance, qui coïncide après avec le retour, on se disait au bled, tu sais, Absolument. l'intérêt à revenir d'où tu viens, tes racines et tout. Et après, du coup, je me suis inscrit au cours d'arabe, parce que comme je t'ai dit, moi, j'ai mon cousin qui est imam, et qui connaissait un autre imam qui était devenu notre pote et tout à l'époque. Donc, j'allais au cours d'arabe là-bas et tout. Et quand je prenais les cours d'arabe, après j'allais à toutes les prières du vendredi. Donc, et après le prière du vendredi, il y avait un cours dans la mosquée où j'allais. Donc, c'était où sans indiscrétion? moi, j'allais beaucoup. Là, j'ai déménagé et tout. Mais avant, j'allais beaucoup à la mosquée de Colombes. D'accord. Okay. Ouais, j'allais beaucoup à la mosquée de Colombes. Et après, maintenant, je vais pas donner mon adresse, t'es fou. Mais moi, je vais pas faire des cambriolages ou quoi, je vais faire des racistes. Mais en vrai, je vais te dire un vrai truc. Si moi, sur scène, quand je parle des frères de la mosquée et tout, j'ai peur. Si moi, j'ai peur d'en parler. Ou je fais sentir que je suis mal à l'aise d'en parler. Les gens dans la salle, ils sont avec moi. Donc, ils sont mal à l'aise. Et ils ont peur. Si moi j'en parle et que je montre que j'ai pas peur et qu'il n'y a aucun souci d'en parler. Parce que en vrai, j'ai pas peur, il n'y a aucun souci d'en parler. Je devrais pouvoir dire sur scène, j'ai pris des cours d'arabe. Et comme j'ai pris des cours d'arabe, on a un groupe WhatsApp avec les mecs des cours d'arabe. Et en fait, c'est un groupe WhatsApp de mecs de la mosquée. C'est bon ou pas? Si moi je peux le dire sur scène et que je montre que c'est pas un sujet, eh ben c'est pas un sujet. Donc, s'affirmer et montrer que c'est pas un sujet, c'est pas un sujet. Tu sais, il y a plein de gars qui essaient de... On va pas donner de blase et tout parce que c'est pas l'idée du podcast et bien tout. sûr. Moi, t'as vu, j'aime bien le faire sur scène et en chronique parce que c'est marrant. Mais là, on parle un peu sérieux et tout. Il y a plein de gars à la télé, dans le monde du travail. Tu sais, dans le spectacle, je parlais des mecs, des fois, t'arrives dans un coin un peu paumé, tu te dis au gars, tu sens que tu t'appelles comment? Et ils te disent discret, Ayoub, mais ici, appelle-moi Ben. Frère, tu vois, je le dis dans le spectacle, il y a des villes où, mais en vrai, il y a des entreprises où il y a des gars qui sont cachés comme ça. Il y a des entreprises où même il y a des gars. T'as vu, il y avait le mec de Air France
à qui on a fait mettre une perruque parce qu'il avait des locks, frère. J'ai vu. Un gamin de rire. Mais, ça ne sert à rien, gros. Ça ne sert à rien. Dis-toi, un mec comme... tu vois, on va prendre l'exemple de lui, là, qui est Mohamed Bouafsi, qui est sur C'est à vous, qui était sur Beansport avant, journaliste, qui fait des documentaires, qui arrive à la télé en blazer, t-shirt, cheveux en arrière, lisse, barbe taillée, pas comme moi, vraiment petite barbe taillée, légère et tout. Lui, il a reçu des menaces de mort. Alors que, frère, il a effacé tout ce qui faisait arabe sur lui. Ça veut bien dire que essayer de plaire ou essayer de faire taire ce qui pourrait, en vrai, c'est que dans nos têtes, mettre un malaise ou quoi, parce que ça met un malaise que dans nos têtes. Après, à l'Aïd, quand on vient distribuer des gâteaux à tout le monde, là, il n'y a plus de malaise. Ça ne sert à rien. Faut vraiment être soi-même, montrer que c'est pas un sujet, et tu verras, ce sera pas un sujet. Après, concernant Mohamed Bouafsi, il n'a pas... C'est son style. Hein. Ouais, c'est son style, voilà. c'est son style. C'est ça que je veux préciser dire. exactement. Non, c'est son style. C'est son style. C'est pas ce que je préférable voulais de dire du que tout. voilà, c'est préférable Non. de dire que c'est son style plutôt que il a effacé. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Mais pardon. voilà, oui, voilà. t'as raison. Si on doit se dire les choses, frère. T'as raison. Oui, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ok. ce que je veux dire, c'est que Mohamed Bouafsi, Ouais. c'est un arabe. Ouais. Donc, il aurait pu venir en djellaba tous les jours. Il aurait pu venir, les gars du Qatar, là, quand ils viennent, leur costume à eux, leur chemise. C'est quoi, les gars du Qatar, leur chemise? Leur tenue professionnelle. Des camis. C'est le grand camis blanc. Ouais, exact. C'est pas un mec du Qatar, Mohamed Bouafsi. Mais le gars du Qatar qui arrive en grand camis blanc, c'est pas un sujet pour lui quand il vient à La Réunion. Et il n'efface pas le camis qui est sa tradition et sa culture et tout pour venir en chemise. Et comme c'est pas un sujet pour lui, c'est un sujet pour personne. C'est ça que je voulais dire. Mohamed Bouafsi, il fait le travail qu'il fait. Respect à lui. Il m'a appelé, moi, quand il y a eu les fachos que j'avais les fachos au cul et tout. Il m'a appelé pour me témoigner son soutien et tout. Donc, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, mais... Il n'a pas effacé, mais non, en vrai, on a tous effacé. Non, mais... On a tous effacé. Moi-même, j'arrive en maillot du UFC Séville. Non, mais en tout cas, tu sais, il n'y a pas de souci. On est dans une, comment dire, dans un discours entre frères où on se dit les choses et il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de pique, il n'y a rien du tout. Non. C'est juste, voilà, on se dit les choses que telles quelles. Mais on le salue, il appréciera en tout cas ces paroles élogieuses. Mais tu sais, et déjà, je vais recentrer un petit peu le débat, mais moi, dans ton public, j'ai vu de tout. C'était coloré. Ah oui. Tu vois, il y avait des athées. Il y avait des athées plutôt. Il y avait des gothiques. Absolument. Il y avait des athées, il y avait des gothiques, il y avait de tout, tu vois. Et tout le monde rigolait. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est justement ce côté fédérateur où toi-même, effectivement, tu portes avec beaucoup de fierté et de conviction, comment dire, ton appartenance à la religion musulmane. Et moi, je te salue. Je salue cette démarche, je salue cette franchise et je salue cette transparence. Donc, il fallait que je te le dise. Mais moi, je veux savoir, est-ce que toutes ces choses-là ne sont pas aussi trop difficiles à porter? C'est-à-dire, tu sais, inconsciemment, on peut te porter et on peut te mettre à une place qui n'est pas la tienne. Tu sais, Kerry James, quand il était venu, c'était ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, frère, est-ce que t'as pas trop de responsabilité sur tes épaules? Parce que dès que tu lèves le petit doigt, tu sens toutes les caméras sont sur lui. Ils attendent le faux pas, ils attendent le ceci, cela, tu vois. Et lui, avec beaucoup de philosophie et de hauteur, il a dit que c'était son épreuve. Oh. En fait, je vais te dire, honnêtement... Tu me suis? Oui, bien sûr. Pour l'instant, je me sens pas éprouvé par ça. Ça m'amuse plus qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire? Les gens qui surveillent quand je lève le petit doigt, etc., là, c'est pas vraiment des notables pour nous. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens si intelligents que ça, et donc leur avis devrait nous intéresser que très peu. Mais mais tu vois, par exemple, quand j'ai eu le truc là avec C'est à vous, si j'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour mes 3 personnes. Ma femme, mes parents. Ok? Mon père, il regarde pas la télé, il regarde pas ses news, il regarde que le foot, et il a pas de réseaux sociaux. Il était pas au courant. Ma mère, elle s'en foutait. Ma femme, elle m'a dit meilleure semaine de ma vie, c'est moi la star au travail, tout le monde me demande comment ça se passe et tout, machin. Frère, les 3, ils vont bien, rien à cirer. Non. Rien à cirer, frère. Et au final, je vais te dire, ça a créé un truc de soutien où on a montré que nous, les gens issus de l'immigration, etc., et de génération machin, on se serre les coudes. Les fachos, vous avez voulu le faire, et ben on achète toutes les places pour son spectacle. Comme il y a eu, t'as vu les 2 frères à Saint-Denis, là, qui ont, les 2 frères, parce que c'est vraiment 2 frères, qui ont ouvert une boucherie. Et la boucherie, elle s'appelle les Barbaresques. Et Damien Rieu a voulu les faire. Maintenant, ils font des stories. Arrêtez de venir, aujourd'hui, on n'a plus de viande. Tu vois ce que je veux dire?
c'est exactement ça qu'on a montré. Et si, si j'ai pu servir à être un engrenage dans ce grand rouage de la prochaine fois que les fachos attaquent quelqu'un, on montre qu'on est une communauté forte et on lui remplit sa salle, on lui achète tous ses trucs, etc. et on le soutient, magnifique. Ça me va très bien. Moi, je m'en fous. Je suis un peu de l'avis... Après, c'est parce que c'est moi. Et encore une fois, je dis pas les gens que ça atteint et tout, c'est des idiots et tout. Mais je suis un peu de l'avis de je sais plus quel rappeur qu'Henry qui avait dit cyberharcèlement and shit, just turn off your phone. Tu vois, j'ai éteint le téléphone, ils n'existaient plus. Hein. Ok. Non, mais c'est très bien. Tu sais, moi, quand je te parle de... On parle de tout ici, ça, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais parfois, c'est des choses qui peuvent être lourdes à porter. Tu sais, moi, il y a un jour... J'étais au concert, je crois, de 50 Cent, je crois. Là, toi, tu vivais la grande vie, toi. Hein. Non, mais la Dolce Vita. En première partie. On a vu la vidéo. J'ai été écrit la vidéo. Il y a un mec, il a mis le tweet là, avec un clip où on te voit, là, il dit le Sherman. Ouais, non, mais. Qui es-tu réellement? Attention, ton gars avait. Ton gars avait. T'étais au concert de 50 en Ghostwriter? Non, en Ghostwriter. J'ai grandi avec sa musique, hein. Il fallait que je sois là. Je comprends. Et il y a un gars, il m'a dit, le tiers, je m'attendais pas à te voir ici. J'ai regardé, mais get the fuck out of here d'ici, mec. Tu m'attendais à me voir où, mec? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en vérité, c'est que tu sais, malheureusement, on est en France et tout, et les gens aiment bien mettre les gens dans des cases. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, est-ce que, alors là, malgré toi, est-ce que tu portes pas fièrement, encore une fois, ces convictions comme étant un bouclier? Allez. Tu vois? Parce que, je finis ma question à rallonge, excuse-moi, mais à la fin de ton spectacle, on avait conversé et il y a une fille qui était contente de te voir. Tu te souviens? Là. Une passante. Une mec du quartier. Exactement. Une mec du quartier, pardon. Elle était contente de te voir. Et elle voulait te faire un câlin. Non, ouais, c'est chauffé et non, tout. Ouais. Elle voulait te faire un câlin. Ça m'aurait pas dérangé. Comment tu dis? On a dit de pas être synchro. Elle a fait ça. Vous n'étiez pas synchro. Donc, en fait, moi, c'est pour ça que je me parle. Come on, ladies. Come on. Sous. Derrière la caméra. Venez, les filles. Non, j'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais obligé de te lancer par rapport à ça. Tu vois? Est-ce que c'est pas un bouclier que tu t'es? En fait, il y a deux trucs. Alors, pour en revenir sur la partie, on va faire ça. On va faire des phrases courtes qui en disent long. Pour la partie, est-ce que être un arabe croyant qui fait de l'humour, etc., est-ce que c'est pas trop lourd à porter dans cette société, si on veut, et tout? Il y a une question, genre, je regardais des trucs religieux et tout, et il y a une question, un imam et tout, et le gars lui dit, je travaille dans un bureau, j'ai une grande barbe, des fois, les regards sur moi sont insistants, et aussi en rendez-vous clientèle. Est-ce qu'il m'est permis de l'alléger? Il demande ça à l'imam. Et l'imam, il lui répond, l'alléger, pour moi, elle n'est pas lourde à porter. Tu comprends ou pas ce qu'il voulait dire par là? Pour moi, elle n'est pas lourde à porter. Genre vraiment, y a pas, la question ne se pose pas, parce que ce qui serait lourd à porter pour moi, ça serait de faire comme si j'étais pas ce gars-là. Ça serait de continuer la carrière et faire comme si ce n'était pas mes convictions, ce n'était pas... Donc à choisir, je préfère montrer que c'est mes convictions, et tant pis si c'est plus difficile, mais ce qui serait lourd à porter, ce serait de faire tout ce métier et être exposé en faisant semblant d'être une autre personne. Ça me dégoûte. Cet événement-là, les fachos qui sont venus sur mon dos et tout, ça a créé beaucoup de sympathie autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de sympathie, c'est-à-dire les gens m'aiment bien. Les gens m'aiment bien, les gens me veulent du bien parce que ils ont vu comme n'importe qui, tu sais, quand quelqu'un quand on est un peu injuste envers quelqu'un, directement, t'as de la sympathie pour lui et tu veux son bien. C'est bon? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas et même au contraire, ça m'a fait beaucoup de bien et tu sais, je me moquais avant des gens en mode qui disaient en vrai, heureusement qu'il y a eu des soutiens parce que c'était dur, frère. Heureusement qu'il y a eu des soutiens parce que tu vois, je suis croyant et tout là, mais heureusement qu'on est venu me soutenir et tout parce qu'au début c'était que des fachos. Tu commences à te remettre en question. J'ai pas été jusqu'au point de me dire peut-être j'ai abusé avec la tenue, mais je me disais wesh, il y a un truc là. Et heureusement après il y a eu des soutiens et je me suis dit ok, en fait tout va bien, c'est des fachos. Mais moi je suis pas en fait c'est que je ne comprends pas. C'est ce que je comprends pas, c'est quand on aime un artiste.
les gens qui me saluent à la fin du spectacle et qui me disent « Oh, c'était trop bien, bravo et tout », et qui admirent le travail, ça, je prends avec plaisir. Mais moi, je suis comme toi. M'admire pas moi. Ne m'aime pas moi. Aime, si tu veux, mon travail, aime ce que je fais, ça me fait plaisir et tout. Mais moi, je suis comme toi, je suis faillible. Et c'est pour ça, des fois, des gens ils disent oh, tel artiste, quand il m'a déçu pour un truc qu'il a fait dans la vraie vie, j'aimais bien ses chansons et tout. Mais tu peux pas aimer quelqu'un. Tu peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Je le connais à travers sa musique. Tu connais sa musique, tu connais son travail, et tu aimes sa musique et son travail. Mais lui, tu ne le connais pas. Et tu ne peux pas l'aimer pour ce qu'il est. Parce qu'il est comme toi. Et on peut pas aimer quelqu'un pour ce qu'il est, tout simplement parce qu'il n'est pas parfait. Et c'est pour ça que des fois, les gens qui m'aiment, moi, ça me gêne. Je te dis la vérité, jusqu'à récemment, moi, par exemple, quand les gens me demandaient des photos, je faisais pas. Après, j'ai capté que c'est Jordan Bardella qui m'a appris que c'était la stratégie. Mais j'ai bien compris. Ok, Jordan, il m'a appris ça. On prend les photos en mode selfie. Comme ça, les gens, c'est facile pour eux de les mettre en story. Et ça fait venir des gens. Après, bon, lui, il l'a fait, mais son dernier show, là, il a floppé. Mais en gros, aimer quelqu'un pour ce qu'il est, c'est quelque chose qui me dépasse. Et c'est quelque chose qui va à l'antipode de mes convictions. Et c'est la starification, etc. Ce qui a perdu la dernière génération d'artistes. Pourquoi des Palmade, ils ont pété les plombs. Des Gérard Depardieu, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'il leur arriveront rien. Ce qu'ils veulent et qu'il leur arriveront rien. Parce que on les a érigés en monuments. Monument, frère. Gérard Depardieu, on a utilisé le mot. Monument, frère. Est-ce qu'on peut mettre en prison un monument? Non. Mais c'est pas un monument, frère. C'est un être humain. Bien sûr qu'il doit aller en prison, frère. Bien sûr qu'il doit aller en prison. Bien sûr qu'il doit prendre une grosse peine. Mais comme dans l'inconscient collectif, parce que son travail est exceptionnel, lui, en tant qu'humain, on l'a érigé en monument. Alors que non, son travail est un monument. 100%. Lui, frère, bah on l'a vu, c'est un porc. Donc lui, il doit aller en prison. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et ce truc-là, ça biaise le jugement des gens. Le fait d'aimer les artistes, ça biaise totalement le jugement des gens. Et ça même t'amène à un point où tu ne fais plus du bon art parce que les gens t'aiment. Donc de toute façon, ils viendront. Et ils finiront par t'aimer toi et ton travail, au final, ils s'en foutent. Et il y a plein de gens comme ça. Il y a plein de gens. Bah, toi, tu vois, on parlait de 50 Cent et tout à l'heure. Je pense que, pour le coup, 50 Cent, énorme carrière et tout, mais je pense que là, 50 Cent, il fait un album éclaté. Ça, si ça arrive, hein, c'est un exemple. Hein, il revient en France. Les gens seront contents d'aller voir 50 Cent quand même. Même si l'album est nul, ils seront contents d'avoir vu 50 Cent. C'est exactement de quoi on parle. Il l'aime, lui. Au final, le travail importe peu. Mhm. Et ça me gêne. Et qu'est-ce qui a dicté cette conviction-là? Pour moi, c'est vraiment le raisonnement, le bon sens. Et si on continue même, c'est notre croyance. Tu peux pas aimer les gens pour ce qu'ils sont, c'est notre croyance. Parce que notre croyance, c'est que tous les êtres humains, et j'en parle dans le spectacle, tous les êtres humains, même les religieux sont faillibles, même un homme religieux est faillible, peu importe la religion. On prenait l'exemple du catéchisme dans le spectacle, mais je précise que ça concerne toutes les religions. Et du coup, tu ne peux pas être fan d'un être humain parce qu'il est faillible. Et le seul que tu peux aimer pour ce qu'il est, et c'est le cas dans toutes les religions, on est des croyants tous les deux, du coup, c'est la divinité, parce qu'elle est parfaite. Et les hommes, on les aime pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Et moi, ça, là, ce raisonnement que j'ai eu, et qui a été confirmé après par mes croyances et tout, il dicte vraiment ça. Et du coup, m'aimez-moi, ça me gêne. Aime mon travail, ça m'honore. Mais m'aimez-moi, ça me gêne. Et comment, auprès de tes frères de la mosquée, entre autres, parce que tout à l'heure, tu disais que tu as fait de la rando avec eux, que vous avez un groupe WhatsApp, etc., et que vous êtes très soudés, comment ils voient la chose? C'est-à-dire, Merwan, le personnage exposé, Merwan qui est à la télé, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont faciles à dealer? Et si je dois aller un peu plus loin dans mon propos, et tu ne m'en voudras pas, mon cher frère, c'est que même à la mosquée, tu disais que on te reconnaissait, qu'on venait te voir et que ça te pesait un petit peu. Ouais, moi, ça me gêne parce que pour moi, le moment où tu vas à la messe ou quoi, là, t'es censé être 100% connecté à ce pourquoi t'es là, c'est-à-dire satisfaire le Dieu en quel tu crois, etc. et tout, et tu peux pas te détourner de ça parce que t'as vu une tête que tu reconnaissais. Pour moi, ça me dépasse. Mais pour en revenir aux mecs de la mosquée, on parle même pas de ça. On parle même pas de ça, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Pour eux, moi, je suis un gars du cours d'arabe, un peu con qui fait des blagues, mais des fois, ils me parlent un peu des chroniques et tout. Mais la scène, il y en a même qui me disent, et ils ont raison, hein, ils viennent, ils me font le rappel, ils disent que dans l'islam, faire le spectacle, etc. et tout, c'est un peu technique. En plus, j'imagine que
dans ta salle, tout le monde est mélangé et tout, dans l'islam, une salle comme ça avec de la mixité et tout, c'est pas bien vu et tout, et ils me le disent. Mais à aucun moment ils me jugent. Ils me le disent parce que ils considèrent que c'est leur devoir de me le dire. Et après, pour eux, une fois que la conversion est finie, moi, je suis un frère comme les autres, avec qui, frère, moi, pendant la randonnée, j'étais derrière, je portais les sacs. C'était moi le plus jeune. Non, c'est bien, franchement. Et c'est des anciens, ils s'en foutent en vrai, je te jure. C'est bien, moi je respecte parce que tu prends beaucoup de hauteur par rapport à tout ça, par rapport à la situation que tu vis. Et puis, tu sais, encore une fois, il se passe pas mal de choses pour toi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es encore en formation, mais ça commence à ressembler à quelque chose de très sérieux. Tu me suis ou pas? Donc déjà, tu es humble, et tu prends de la hauteur et tu portes fièrement tes convictions. Et moi, je peux que respecter mon frère. Hein, et ça, je te le dis sincèrement de but en blanc. Et tu vois, toi, tu avances un petit peu, tu es dans ce milieu-là, dans ce circuit, tu te fais toutes ces connexions et tout. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais également de Dave Chappelle. Dave Chappelle est musulman. Ouais. Mais tu sais comment je suis converti? Elle était marrante, l'histoire. Ça n'a jamais posé de souci à qui que ce soit. Non. Tu vois? Ah, et moi, tu sais, comme tout le monde, on a tous vu la polémique, etc. Bon, est-ce que tu peux une énième fois rappeler les faits, s'il te plaît? En gros, j'étais invité à C'est à vous, pour le contexte. Moi, j'avais déjà fait C'est à vous en tant qu'invité, pas en tant que chroniqueur. J'avais déjà été invité avec l'équipe de Zoom Zoom Zen, vu que je suis à la radio avec eux et tout. Et très gentiment et tout, ils m'ont proposé de représenter l'émission, alors qu'il y a des gens qui y sont tous les soirs. Moi, je n'y suis que le lundi soir pendant 5 à 6 minutes, alors que je suis censé en faire 3. Mais ils me proposent parce qu'ils savent que j'ai des enjeux de producteur, remplir mon spectacle, remplir ma tournée. Donc, très gentiment, le gars qui gère un peu l'édito, qui s'appelle Cyril Lacarrière, c'est lui qui m'avait appelé aussi pour faire partie de l'émission, me propose de venir en invité. Et quand j'étais venu en invité, ils ont bien aimé ma vibe et tout. Et donc, ils me proposent de revenir en chroniqueur pour faire un remplacement. Le gars habituel n'est pas là. Le gars qui le remplace n'est pas là. Donc, ils me disent, viens faire un remplacement. Et ils me sous-entendent, ils me disent, voilà, si ça se passe bien, en vrai, on aimerait bien que tu reviennes souvent et tout, tu vois. Donc, j'y vais et tout. Et il se passe que, pour être très honnête, on me dit dans la journée. Moi, j'étais avec Jean-Jean, là, avec qui j'écris les chroniques et tout. On me dit dans la journée, il y a un gars qui me dit un truc genre, fais gaffe, le bonnet et le pull, à l'image, tu peux t'attirer des problèmes, tout ça et tout. On me le dit dans la journée, tu vois. Et nous, quand on nous le dit, gros, je te dis, le mec qui vient de me dire ça, j'éclate de rire, gros. J'étais avec le gars qui écrit avec moi, qui fait du stand-up, Jean-Jean. Il était pas en première partie quand t'es venu, il était le lendemain. Qui est excellent. On se tape une grosse barre et tout, machin. En mode, c'est absurde, frère. Et le soir, on fait la chronique. Quand je dis tout se passe bien, comme je l'expliquais dans le sketch, hein, tout se passe bien, câlinade et tout, genre, t'as capté. Quand c'est synchro, c'est synchro. Et en fait, ouais, le soir, en rentrant, en gros, c'était le vendredi soir, jusqu'au lundi matin, je recevais des insultes, 10, 15, 10 par minute, un truc comme ça, c'était 10 par minute, les insultes. C'est-à-dire, tu as sur Twitter, là, quand t'actualises, t'as les insultes, et en gros, pour arriver à 2 minutes, il fallait que j'en passe 10, 15. Et après, j'arrivais à des insultes qui dataient d'il y a 2 minutes. T'as capté? Et après, je pouvais redescendre et tout. Et ensuite, le lundi matin, moi, j'ai rien dit. J'ai pas fait regardez ce qui m'arrivait tout, parce que, vas-y, c'est pas mon délire. Je voulais pas que mes parents y voient, je voulais pas que ma famille y voit, je voulais pas que ma femme y voit. Et le lundi, là, ça a repris une autre ampleur. En fait, ce genre de truc, ça dure 3 jours. C'est ça la règle. Un bad buzz, c'est 3 jours. Sauf qu'au bout de 3 jours, donc le lundi, il y a des députés LFI et tout qui rentrent dedans, des députés aussi de gauche, parce que ça prenait des proportions de fou, parce que il y a une députée de droite qui s'appelle Nathalie Loiseau, qui a un passé pas mal. Elle a fait un tweet de zinzin sur moi où sous-entend, elle parle des talibans et tout, et elle m'associe aux talibans, aux terroristes, islam radical, Daesh, les frères musulmans, une zinzin, frère. Donc eux, ils réagissent à ça, donc ça reprend. 3 jours, donc on a passé 3 jours, ça reprend pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ça se recalme. Sauf qu'au bout de 3 jours, ils en parlent au Sénat. Donc ça repart. Et là, ça repart, réponse de Rachida Dati, ça repart pendant 3 jours. C'est censé durer 3 jours, là déjà on est à 6 jours, frère. Ça repart pendant 3 jours,
puis question au gouvernement. Donc, ça repart pendant 3 jours. Donc, en gros, imagine un bad buzz, ou un buzz slash discussion slash sujet de société pendant 10 jours. Ouais, c'était un peu fatigant émotionnellement, mais en vrai, comme tu connais, on est des mecs de Pierrefitte, on est des croyants. Au final, tout va bien, et même pendant le truc, je savais que tout va bien. Il y a même eu un moment où j'ai eu, je te jure, ce qu'on appelle vraiment la sidération. C'est-à-dire que quand il y a la question au gouvernement à Rachida Dati sur moi, on me prévient en avance. Donc, quelqu'un m'envoie un message. Dans quelques minutes, il va y avoir une question au gouvernement sur toi. Moi, j'étais chez moi, donc je mets LCP là, première fois que j'allume la chaîne, et la chaîne parlementaire, frère. Et quand je dis que j'ai eu de la sidération, c'est-à-dire quand on demande à Rachida Dati le truc sur moi, et qu'elle pète un plomb en me disant, et que l'humoriste, arrête de m'essentialiser, arrête de dire qu'il a été viré par une arabe. C'est ultra, frère, c'est trop grave ce qui se passe. Et je te jure, je suis devant la télé, je switch, je tape une grosse barre, frère. Genre, je suis tout seul chez moi, mort de rire, gros, parce que je me dis, ok, c'est terminé. Je passe dans l'histoire à spectateur. Je sors du truc, gros, et je me dis, mais c'est incroyable, ça n'a aucun sens, frère. Et après, elle est fâchée contre le sketch. Et ça, frère, ah ouais, ça, vraiment. Et ça, pour le coup, ça m'a beaucoup aidé. Genre, sortir du truc et redevenir spectateur, parce que je le vivais trop en mode, ça m'arrive à moi. Et aussi le fait que, quand je leur réponds, la réponse, elle a été claire, concise, bien reçue, très partagée, qu'on parlait de moi du coup, pas pour la polémique, mais pour la réponse, qu'on me disait bravo pour la réponse, très bien, tu as bien fait. En gros, moi, dans ma tête, on me dit tu as bien fait ton travail, et qu'on parle de moi pour mon travail, ça m'avait fait beaucoup de bien aussi. Tu vois, je vais te dire la réponse, je crois que je l'enregistre, donc ça se passe le vendredi. La réponse, je l'enregistre le jeudi. Nous, je sais pas si ils t'ont expliqué les autres avant comment on travaille les sketchs, mais un sketch écrit en une semaine, c'est en 5 jours, c'est du jamais vu, frère. Genre, à diffuser et tout, hein. C'est du jamais vu. Et le jeudi, quand j'enregistre la réponse que je vais poster le samedi, le jeudi, ça y est. Je suis détendu, je poste la réponse, je vis encore un peu le truc, mais quand ça prend la proportion de Rachida Dati qui répond à la question au gouvernement et tout, je me dis, en fait, on est dans South Park. En fait, on est dans South Park, tout ça n'a aucun sens, tout va bien. Mais j'entends bien depuis tout à l'heure, je te dis ô combien tu es mature et ô combien tu prends de la hauteur sur les événements, mais à aucun moment ça t'a touché, ça? Non. En fait, j'avais vraiment le truc naïf au début de... mais pourquoi ils m'aiment pas, les racistes? Genre, j'avais vraiment ce truc-là. Naïf au début. De gars... comme si j'avais jamais vécu mais, j'avais déjà vécu du racisme et tout, tu vois. Mais genre, pour le coup, là, j'étais en mode, mais gros, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Et être face à des gens, du coup, qui te détestent pour ce que t'es, on en revient à notre discussion, là, ça me dépassait, genre. Genre, vraiment, j'étais en mode, ce qui se passe là, tout de suite, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pas grave, on attend que ça finisse. Mais ça, là, aucun sens. Tu sais, en tant qu'humain, en tout cas, je vais parler pour moi, mais moi, j'aime pas l'injustice, tu vois. Et on a même vu Teddy Riner aussi qui a parlé dernièrement en s'offusquant de certaines choses, etc. Tu parlais du voile, non? Oui. Exactement. Où il a pris les devants, il a pris la parole, hein, parce qu'on lui avait posé la question, il ne s'est pas caché. Mais quand tu vois tout cet acharnement contre toi, tu sais, tu l'as dit lors de ton spectacle où effectivement tu avais une petite séquence où tu parlais de Rachida Dati, etc. Bon, c'était très gentil et très drôle surtout, tu vois. Mais tu sais, on fait souvent référence au fait que parfois, et même très souvent, on attaque les musulmans parce que malheureusement, sur l'échiquier, d'un point de vue économique, c'est peut-être pas la communauté la plus visible. Et la communauté qui pèse le plus, peut-être. Mais parce que peut-être que tu en as parlé avec... j'avais écouté, je crois, celui avec David Guiraud. Exact. Et je ne sais pas si vous avez parlé vraiment du virage franchement fasciste qu'on prend. Et en fait, quand tu t'intéresses vraiment au fascisme, tu te rends compte qu'on retrouve beaucoup de codes du fascisme. Dans quand je te dis fascisme, je te parle de fascisme comme ont été fascistes à une époque en Russie, en Italie et en Allemagne. C'est de ça que je te parle, de fascisme. Quand tu étudies ça, et c'est peut-être la clé, c'est peut-être qu'on n'a pas assez étudié ces questions, et il faut se demander pourquoi on ne nous a pas fait étudier assez ces questions, ou comme l'a été, on parle de fascisme, comme l'a été la France à l'époque coloniale, dans les pays où elle allait,
où elle appliquait la loi martiale et où il y avait, par exemple, nous, en Algérie, un maréchal qui faisait la loi en Algérie, un maréchal français qui décidait de comment on menait la colonisation en Algérie sans devoir rendre de compte à qui que ce soit. Quand on s'intéresse au fascisme, on se rend compte du virage fasciste qu'on va peut-être prendre parce que le discours d'un Bruno Retailleau, des fois le discours d'un Gérald Darmanin, etc., on retrouve dedans, je dis pas, attention, ce sont des fascistes, et on retrouve dedans des codes du fascisme. Beaucoup dans les discours du RN, de fous furieux. Le fasciste, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Le fasciste, il va essayer de faire passer il va essayer de faire passer des lois qui vont, par exemple, mettre en péril des minorités. Ok? On va prendre l'exemple des musulmans. Qu'est-ce qui protège encore les musulmans en France? La Constitution française t'empêche de faire par exemple, il y a des lois, par exemple, qui s'appuient sur la Constitution, qui empêchent, par exemple, de faire du fichage ethnique, de faire des sondages ethniques, etc. Ok? Ça participe à nous protéger. Et il y a des responsables politiques qui disent si on veut avancer et si on veut faire des lois efficaces, des gars qui sont au gouvernement en ce moment, par exemple, il faut changer quelques trucs dans la Constitution. Il y a des gars du RN, c'est très sérieux, des très grands membres du parti, actuellement, qui ont dit il va falloir mettre au pas le Conseil constitutionnel. Frère, ça veut dire qu'en gros, on veut s'affranchir de ce qui va protéger les minorités pour pouvoir faire des lois contre les minorités pour satisfaire la majorité. Pourquoi satisfaire la majorité? Parce que quand on satisfait la majorité, on se maintient au pouvoir. Donc, dans la course au pouvoir, des gars veulent écraser des minorités. Ce sera nous. Pendant un moment, ce sera les musulmans en France. Et je pense sincèrement qu'à un moment, ce sera quelqu'un d'autre. Et nous, notre question, c'est pas de se demander... évidemment, il faut qu'on soit plus fort déjà individuellement. Je parle avant de parler d'être plus fort en tant que communauté, individuellement, il faut qu'on s'instruise, il faut qu'on soit... Moi, je le dis à chacun, ce qui peut te sauver de tout ça, c'est l'indépendance. Et c'est pour ça que toi et moi, on est plus heureux que la moyenne des musulmans parce qu'on est indépendants et on dépend presque pas de tout ça. Mais surtout, avant que je me perde dans mon propos, ce que je veux dire, c'est que nous, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que une fois qu'ils seront passés à une autre communauté, parce que ce sera ringard de taper sur les musulmans, on se rappellera de ce qu'ils nous ont fait et on sera de leur côté, ou est-ce qu'on sera du coup des membres de la majorité à qui ils essaieront de plaire? Est-ce que demain, quand les gars qui arrivent du Sri Lanka, qui aujourd'hui bossent dans les cuisines des fast-food, ils auront des grandes familles de gars qui commencent à faire des études et qu'ils diront ouais, on a trop de Sri Lankais en France. Est-ce qu'on sera partie des gens qui continuent à dire des trucs racistes, à les appeler les pacates, etc. Ou est-ce qu'on fera partie des gens qui diront non, les Sri Lankais, ils font partie de la France, etc. Qui on sera? Est-ce qu'on fera partie de la majorité? On écrasera les Sri Lankais ou on écrasera les Roms avec eux? Parce que c'est eux demain. Avant, c'était nous qui habitions dans les bidonvilles en France. Absolument. Demain, ce sera eux. Et je te dis ça, demain, si on meurt pas avant, on sera sûrement vivant pour le voir. Je te dis ça dans 30-40 ans. Dans 30-40 ans, peut-être que ce sera plus les musulmans et ce sera les Roms et les Sri Lankais. Est-ce qu'on fera partie de nous en tant que communauté? Parce que c'est ça, du coup, on est des croyants. C'est ça, du coup, c'est ça notre relation, on sera de leur côté. Ou est-ce qu'on se rangera du côté de la majorité à les écraser et à voter pour des fachos? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Et pour éviter d'être de ce côté-là, d'être du côté des fachos, il faut qu'on forge une génération de citoyens éduqués. C'est tout. Il faut que nos enfants... c'est marrant, 2 secondes, projet Mbappé, machin, nanana. Prends-toi la tête sur ce qu'il apprend à l'école et toi, prends-toi la tête sur ce que tu sais et pose-toi la question, est-ce que je suis juste un mec facilement gouvernable qui veut faire du fric pour satisfaire l'État et satisfaire mon patron, ou est-ce que je suis un mec difficilement gouvernable car éduqué et à qui on la fera pas? Parce que si t'es pas un gars éduqué à qui on la fera pas, peut-être que tes enfants non plus. C'est ça fort. C'est ça indépendant. Le fric, etc. À la fin, un vote, c'est un vote, pour le coup. Si on parle de la France, tu vois. Donc c'est ça passe par l'éducation. C'est l'éducation. Et nous, pour le coup, je pense qu'on parle à des gens qui vont
soit qui sont déjà papa ou qui vont devenir papa ou maman, etc. et tout. En tout cas, qui vont devenir parents ou qui le sont déjà. Donc, je pense que le vrai sujet, il est là. Et en vrai, j'ai envie de dire éduquer les enfants, mais il faut s'éduquer soi d'abord. Et après, tu verras, tu poseras la question sur qu'est-ce qu'il apprend à l'école, qu'est-ce qui lui manque, sur quoi il faut que je l'éduque et tout. Ah, t'es bien smart en tout cas et ça fait plaisir de converser avec toi, T'as l'air sincèrement. surpris. Non, pas du tout, J'ai sincèrement. fait une interview une fois, il y a un mec qui m'a dit ça. Ouais. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ah, je m'y attendais pas, mais t'es pertinent. C'est bien. Il m'a blessé, moi. Non, mais Je m'y attendais pas, ça veut dire quoi? je soulève des bonnes questions et Merci. puis, non, tu vois juste, sincèrement, je salue la clairvoyance. Et je vais rétro-pédaler. Tout à l'heure, je t'ai coupé la parole quand tu parlais de Dave Chappelle. Tu disais comment il s'est converti. Ouais, elle est Ça marrante, m'intéresse, celle-ci. Il raconte. Alors, il y a un gars, si vous avez Netflix, qui s'appelle. C'est une légende américaine il fait des interviews. C'est un ancien stand-upper qui s'appelle David Letterman. Je connais. David Letterman, il en a fait plein. Il y en a qui sont gauleries. Il a fait Dave Chappelle. Et dans l'interview de Dave Chappelle, il lui pose 2 questions. Et il lui dit ouais, t'es converti à l'islam. Et Dave Chappelle, comment? Et il lui dit, en gros, quand il est arrivé à New York, Dave Chappelle, et qu'il a commencé à faire, je crois que c'était Saturday Night Live à l'époque, il avait 16 ou 17 ans. C'est Jeff Ross, un ancien du stand-up, qui lui achète un costume. Il n'a pas de thune. Il lui achète un costume, du coup, pour passer à la télé et tout, machin. Et en face de chez Dave Chappelle, il y a des Mexicains qui font des tacos, des pizzas et tout, tu vois. Et il y va, mais comme il n'a pas de thune, tu sais, il prend des sides. Il prend des, comme un mec qui va au grec, qui prend des frites. Il vient tous les soirs, il prend une frite, il rentre. Et au bout d'un moment, il commence à chaque fois à lui donner des trucs en plus, tu sais. Et il dit, pourquoi vous me donnez des trucs en plus? Ils ont dit, nous, tu sais, on est musulmans et on essaye vraiment d'être des bonnes personnes pour satisfaire notre créateur et aller au paradis, etc. et tout. Donc, ça passe aussi par l'aumône, etc. Donc, sois pas gêné, tout le monde fait une aumône, tu vois. Donc, ça, c'est pour toi, c'est gratuit. Et il a dit ça, frère, ça a tellement touché. Et ça rejoint ce qu'on disait, comme ils étaient éduqués sur leur religion et leurs croyances. C'était des gars, du coup, c'était des Mexicains, donc sûrement tous des convertis et tout, donc qui ont choisi l'islam plus tard dans leur vie, etc. et tout. Et ça l'a marqué. Ça l'a marqué et c'est ça qui a fait naître en lui l'envie de devenir musulman. Il avait envie de faire partie de cette communauté. Et David Letterman, il enchaîne, il lui dit qu'est-ce que ça change dans ta vie d'être musulman? Écoute la réponse. Il lui dit comme je suis musulman, j'ai la croyance profonde que mon arrivée est déjà écrite. Comme je sais que je pars du point A, que c'est écrit, et je sais que je vais au point B, que c'est écrit. C'est le destin. Au milieu, le libre arbitre me laisse zigzaguer entre le point A et le point B comme je l'entends. Mon but, comme je suis débarrassé du point B, l'arrivée ne me concerne plus. C'est juste d'arriver au point B et de pouvoir me regarder dans une classe en me disant, OK, depuis le point A, je suis fier de ce que j'ai fait. Et je n'en ai pas honte. J'ignorais ça. Ah ouais, elle est incroyable cette interview de Dave Chappelle. Elle est incroyable. J'ignorais ça, et sincèrement. Et t'as vu comme il a compris le truc? Mm-hmm. Et ça peut résumer... Mais c'est bien. Et déjà, merci, parce que, encore une fois, j'ignorais totalement ça. et deuxièmement, est-ce que tu as eu des soutiens? Parce que tout à l'heure, tu disais que les comédiens et les gens du milieu t'avaient beaucoup soutenu, en plus des personnes random, même si j'aime pas trop ce terme. Mais est-ce que t'as eu des soutiens, des gens provenant de l'étranger, en fait, qui ont suivi l'affaire, etc., ou c'est resté, dans la sphère francophone? Alors, là où c'est marrant, c'était tu vois, moi, là, je vais jouer à Montréal. Et à Montréal, ils n'en ont pas du tout entendu parler. À part les gens qui me suivent de Montréal. Ils n'en ont pas, genre vraiment, ils sont pas au courant du tout, quoi. Ils n'ont pas entendu parler de ça. À l'inverse, c'était marrant, c'était les Belges. Pour les Belges, on est des clowns, frère. Pour les Belges, les Français, on est des gogoles. Genre vraiment, les Belges, ils disaient, mais ça n'a aucun sens, ce qui t'est arrivé et tout. Et donc, je recevais, il y a Alex Vizorek, qui est belge, qui m'a soutenu beaucoup et tout. Mais non, je te dis, c'est vraiment un truc qui est resté français, un peu francophone du coup, mais le point vraiment sur lequel, et qui est un peu intéressant et tout, hein, c'est que mon père, je t'ai dit, il a WhatsApp, donc après on lui a dit, mais il n'a pas Twitter et il ne regarde pas ses news, il n'était pas au courant.
si on lui avait pas envoyé sur WhatsApp des jours et des jours après, pas Twitter, pas CNews, pas au courant. Ça veut tout dire, frère. On croit que, mais en fait, on est dans un mégacosme de gens qui parlent tous de la même chose tout le temps en permanence. Mais en vrai, dans la vraie vie, personne n'est au courant. Et Il y a eu des gens dans la rue, etc., bien sûr. Donc ça montre que finalement, c'était un peu populaire. Mais populaire pour les gens de notre génération qui ont soit des réseaux sociaux, soit la télé. Mais tu sais, tu viens de dire et tu m'as un peu emboîté le pas, mais depuis tout à l'heure, tu disais que ça se passait principalement sur les réseaux sociaux, la vague d'injures que tu as reçues, etc., mais en physique. Oui, il y a des Ouais. lettres qui ont été envoyées. Chez toi? Non, à la radio. Ok. Moi, mais moi, physique un peu, parce que moi la question c'est se poser, c'est-à-dire on m'a appelé pour me demander si je voulais des policiers en bas de chez moi, parce qu'on m'avait envoyé mon adresse. Et là où c'était chaud, c'est on a envoyé, il y a quelqu'un qui m'a juste envoyé l'adresse de mes parents. Il a dit, toi, on sait pas où t'habites, mais tiens. Juste l'adresse de mes parents, frère. Et du coup, ça, c'est ça, en fait. C'est au bout d'un moment, tu sais, quand tes parents juste, je sais que, frère, ils sont solides et tout, mes parents, donc, tu vois. Mais le fait de savoir qu'ils n'ont pas leur adresse sur la boîte aux lettres, qu'ils n'ont pas leur nom sur la boîte aux lettres, tu vois, ou qu'ils l'ont... ils m'ont dit non, on l'a pas enlevé et tout, pour pas... Mais tu vois, on sait pas en vrai. Hein. Ça rassure. C'est pas rassurant, pardon. Ça, c'est pas rassurant et au contraire, ça enrage. Que des lâches, tu sais, ils t'envoient l'adresse de tes parents et tout. Ouais, ça m'a rendu un peu ouf. Et c'est tout. Et est-ce que tes habitudes ont changé? Non, j'en suis pas là. C'est ce qu'il me disait. Il y a Medine qui m'a écrit un truc court, hein, mais il m'a dit à partir de maintenant, ce sera comme avant, mais avec ça de temps en temps. Et après, mes habitudes, elles ont changé. Oui, c'est-à-dire pour la tournée, je regarde pas le pointage, je sais qu'on est complet. Ok. Tu vois, pour les dates à Paris, là, j'avais fait l'année dernière, j'avais joué au Splendide, c'est une 300. On a rempli le jour même. Là, cette semaine à Paris, on a fait donc 2 fois le Barbès et le lendemain, on a joué 2 fois. Il y avait 400 personnes, donc 500 personnes sur 24 heures. On est complet depuis 1 mois. Donc ça, c'est une habitude qui a changé, tu vois. Je ne regarde plus les chiffres. Je sais qu'on va voir du monde. J'allais dire grâce au ministère de la Culture qui a bien fait son travail. Mais donc oui, ce genre d'habitude, pour le coup, c'est une habitude qui a changé. Maintenant, du coup, je suis plus suivi qu'avant. Donc j'essaye de... Avant, j'étais beaucoup plus léger dans les discours que je tenais. J'hésitais pas à faire des blagues de fou en story. Maintenant, je me dis, ok, fais attention, même pas aux racistes, mais fais attention car tu es plus suivi qu'avant et tu as une responsabilité. Mais ça a été après, honnêtement, sur scène, le spectacle n'a pas changé parce que je suis plus suivi qu'avant. C'est-à-dire que le spectacle que tu as vu, c'était le même que je jouais des fois devant 20 personnes. Engagé et drôle comme il est, mais parce que j'avais toujours eu le truc de... Un peu comme, du coup, Dave Chappelle. Un jour, j'aurais fini. Et je pense qu'en temps cumulé, des fois, là, j'ai joué sur les 5 derniers jours, je te l'avais dit, 9 fois le spectacle. Ça fait, tu fais 1h10 à chaque fois. Donc ça fait peut-être, je sais pas combien d'heures ça fait. Imagine toute la carrière et tout, à la fin. On me dira, ok, t'as eu le micro pendant tant de temps, t'as fait rire, mais t'as servi à quoi? Si j'ai servi à rien et j'ai rien dit, je serais déçu de moi. Donc, ça, c'est une habitude qui change pas, pour le coup. Mais ça prend encore plus de place maintenant que je suis un peu suivi et tout. Essayer de servir à quelque chose. Et est-ce que tu as beaucoup plus d'appréhension maintenant face aux grands médias? J'en avais déjà avant, tu vois. Mais ça s'est accru? Tu vois, quand C'est à vous m'invite, j'y vais parce que déjà, ils ont été très bienveillants la première fois où je suis venu. Et c'est une opportunité pour le mois d'avant qui avait une tournée en cours et dont le remplissage avançait très doucement. Donc, c'était une belle opportunité pour moi qu'ils m'ont donné et tout. Mais oui. Et je pense que aujourd'hui, avec tous les médias parallèles qui existent, c'est pas une question de grands médias. Je pense que ici, c'est pas un petit média. C'est juste un média parallèle qui existe. Et je pense que par grands médias, t'entends des médias traditionnels. Mmh. Je sais même pas si c'est ma place au final, dans le sens où je suis jeune.
j'appartiens à une génération. Amine, que je connais depuis que je suis petit, frère, avec qui je faisais les cours de théâtre. Il a peut-être la première chaîne Twitch de France. Et quand il fait des grands événements, la première chaîne Twitch du monde. Tu as reçu Zach Nani. Peut-être qu'ils sont ringards, ces médias traditionnels, finalement. Peut-être que c'est ça que ça a montré, surtout. Peut-être qu'ils sont ringards et qu'ils sont regardés par des gens qui n'ont même pas envie de nous y voir. Donc, est-ce que ça vaut le coup de continuer à y aller? C'est surtout ça la question. Est-ce que j'ai intérêt à continuer à y aller? Moi, je sais pas. Mais notre génération, dans la globalité et tout, je ne pense pas. Il y a tellement de médias parallèles où on peut tenir des discours vrais sans avoir peur d'heurter la dame de 80 ans qui regarde la même émission depuis des années et qui de toute façon ne se déplacera pas à ton spectacle parce que ta tête lui revient pas. Et c'est l'heure des médias parallèles. C'est bien vrai tout ce que tu dis, frère. Et pour parler encore de ton personnage, etc., t'as déjà été approché par le cinéma? J'ai cru comprendre que oui. Ouais, mais que des rôles honteux. Ouais. Que des rôles honteux. Et je t'ai dit, tu vois, la série dans laquelle je parlais, qui est sortie sur Netflix, qui est une série vraiment, pour le coup, faite par des francophones, écrit par des francophones, qui pour la plupart, sont d'origine maghrébine et tout, et qui nous met en scène, nous, hommes maghrébins, dans des situations où on n'est pas en valeur, où on pose forcément problème. Ça me touche beaucoup et en fait, ça m'a vraiment énervé. Ce qui m'énerve vraiment quand je reçois ce genre de rôle, c'est... mais en fait, à part la barbe et le physique, etc., et le nom de famille, est-ce que vous avez regardé ce que je dis au quotidien, dans les chroniques et tout? Vous avez compris qui j'étais? Parce que si tu regardes un peu, frère, jamais de ta vie, t'oses me proposer ça, frère. Moi, on m'avait proposé, on va pas spoiler le spectacle et tout aux gens, mais c'était pour une série Netflix, je devais jouer un bubard en djellaba, tout ça, qui empêche ses sœurs. En gros, les sœurs, elles ont des dossiers à la fac et tout, machin. Et je suis en mode, t'inquiète, je vais le déposer. Et je prends le dossier à la fac, je le déchire, comme ça, mes sœurs et tout, elles vont pas à la fac. C'est ça qu'on m'a proposé de jouer, frère. Et ça, ce rôle, il a été écrit par des Français d'origine maghrébine, frère. Pour une série écrite par des Français d'origine maghrébine, je veux dire, le rôle, précisément, il a été écrit, mais même la série de manière générale. Et ça, frère, ça m'avait doublement énervé. Doublement énervé. Et j'ai l'impression aussi que le cinéma, c'est un rêve de... c'est cool, hein, s'il y a des gens qui sont fans d'acting et tout, mais c'est un rêve qui m'a échappé. Moi, ça ne m'excite pas du tout d'être acteur. Les acteurs ne m'excitent pas. Le monde du cinéma ne m'excite pas. Le délire de... on l'a, mais on l'a refait. On refait la même scène. T'es sur le tournage toute la journée et tout. Je pense que ça peut me faire chier. Après, comme je dis dans le spectacle, je suis évidemment prêt à le faire pour l'oseille. Mais ouais, c'est pas un truc qui m'excite, gros. Genre vraiment pas. Bon. En tout cas, tu sais, comme je te l'ai dit depuis tout à l'heure, je respecte vraiment ta transparence et ta franchise parce qu'on a besoin un peu de secouer le cocotier. Plutôt. Il faut secouer le cocotier et on a besoin d'entendre ce son de cloche, tu vois, d'une personne qui a un parcours pas facile, qui a subi pas mal de critiques alors qu'il n'avait rien fait pour et qui distille malgré tout des conseils, qui donne de la force aux gens et je t'assure que tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est indispensable pour nous. Ça fait plaisir. Et franchement, pour toutes les valeurs que tu portes, pour tous les messages que tu véhicules, etc., parce que c'est toujours teinté sous couvert d'humour, bien entendu, mais le fond est toujours sincère et bienveillant. Et ça, c'est des choses qu'on se doit de marteler. Et c'est pour ça que je te le dis vraiment en pleine face, Merci frère. Hein. Vraiment, beaucoup. vraiment. Notre génération met à l'honneur les prises de position. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que j'en veux pas aux anciens de pas l'avoir fait. Les anciens, même les fouteux, et pour le coup, ça se retrouve, c'était un peu aussi le cas des anciens humoristes, même issus de l'immigration ou de banlieue et tout. On leur apprenait, tu le connais, joue et tais-toi.
On leur apprenait ça à l'ancienne génération. Absolument. Et c'est pour ça que nous, notre génération, là, on a l'impression, comme tu dis, de secouer le cocotier, mais on est juste des artistes normaux en vrai. Et on est juste des personnalités publiques normales. C'est une personnalité publique normale se doit de prendre position. Mais on leur apprenait jouer tais-toi, parce qu'il y avait des enjeux monétaires derrière. Parce que quand tu prends une position, tu peux te mettre à dos les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, et donc soit perdre en popularité, soit perdre du public, etc. Mais bon, on en parlait tout à l'heure. Le monétaire, faire plein d'oseille et arriver au point B en me disant, OK, tout ça, c'est l'argent de moi qui ai vendu toutes mes convictions, ça m'intéresse pas. Et ma dernière question sera la suivante. Toi qui as sillonné la France, tu le disais avec fierté, comment les gens te recevaient? Et tu te rappelles, t'as vu mon passage à Montreux où je commence, bienvenue à cette conférence sur l'islam. Je l'ai vu ce passage, effectivement. Effectivement. Ça, là, c'est une blague que je fais à Montreux, en Suisse. Et c'est une blague d'ouverture, parce que quand je sillonnais la France, je t'ai dit, il y a des endroits où j'allais, frère, ils n'avaient pas de rebeux. Hein. Il n'y avait pas d'arabe, gros. Il n'y avait pas d'arabe. Des fois, on arrivait, c'était juste une salle au milieu de 4-5 petites villes où c'est un peu des gens de la même famille qui habitent et qui se rejoignent. J'ai joué dans des trucs à la montagne et tout, où il n'y a pas d'arabe, frère. Et arriver et leur dire ça, c'est dire, je sais exactement ce que vous pensez de moi et je fais des blagues sur ce que vous pensez de moi. Et les gens rigolent en mode, tu sais, je sens dans leur rire, tu le sais, hein, je connais, j'ai 15 ans que je fais ça, frère, tu sens dans leur rire ah ok, oui, c'est vrai, ça le chien, on a pensé ça et on t'a mal jugé. Donc c'était ça. Il faut pas... Deux choses. C'est facile de faire le spectacle, comme je l'ai fait, t'as dit quand t'es venu, c'est facile de faire le spectacle pour des gens qui viennent me voir moi. Mais c'est pas mon travail en vrai. Moi, mon travail, c'est d'aller dans des villes de fachos comme la Côte d'Azur ou des endroits où juste il n'y a pas d'arabe et ils ont des a priori et leur faire changer d'avis ou en tout cas mettre une graine dans leur cerveau de peut-être qu'on pense des trucs racistes des fois. Et donc quand j'y arrivais, au début, évidemment, j'étais bienvenu à cette conférence sur l'islam, mais à la fin du sketch, j'étais juste un humoriste comme un autre qu'ils ont vu sur le plateau. J'étais plus l'arabe sur qui ils avaient des a priori, etc. et tout en gardant mes convictions sans essayer de me fondre dans la masse, en étant moi-même, etc. Donc quand j'arrivais et quand je repartais, j'étais deux personnes différentes. Ce sera le mot de la fin, mon cher frère. Sincèrement, Merwan, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on te remercie une énième fois pour ce beau sourire, pour cette belle fraternité et ces messages d'encouragement que tu envoies à toute une jeunesse, mais pas que. Mais pas que. Ouais, on parlait aussi aux darons, là. Absolument. Éduquez-vous avant d'éduquer les gosses, là. C'est pour ça qu'il faut bien préciser le « mais pas que ». Mais pas que. Ah, exactement. Un gros bisou à PDG. Let's get it. Ah, exactement. Tu fais plaisir, franchement. Non, ça fait plaisir. Mille merci, Merwan, sincèrement. Merci à toi pour l'invitation. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon pote frangin, mon homeboy, j'ai nommé Merwan Ben Lazar pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.